Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous allons pouvoir commencer le webinaire Santé mentale et logement. Nous sommes ravis de vous voir nombreux et nombreuses à ce webinaire où l'on va discuter du coup de la santé mentale et quels enjeux pour l'accès et le maintien dans le logement. Donc, le webinaire s'inscrit dans un cycle que la FAS a débuté en 2022 pour aborder la santé mentale à destination des publics et des acteurs intervenant pour sensibiliser sur les approches de la santé mentale et de visibiliser les projets que les acteurs adhérents et non adhérents, bien sûr, peuvent porter pour favoriser les accompagnements. Pour qu'à la fin de ces 2 heures de cette rencontre, nous nous quittons avec des éclairages, des pistes pour améliorer nos connaissances. Vous les retrouverez d'ailleurs tous sur YouTube. Et là, nous sommes à notre 5e webinaire sur la santé mentale. Dans la promotion et le soutien pour un accompagnement global, donc la Fédération des acteurs de la solidarité travaille depuis des années auprès de ses adhérents et partenaires pour une politique de santé mentale, pour avoir un axe fort pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales de la santé et rendre accessibles les différentes solutions aux personnes les plus vulnérables et les plus éloignées du système. Nous sommes également signataires pour faire de la santé mentale une grande cause nationale, où nous mettrons le lien de la pétition si vous êtes intéressé. Donc tous les liens qu'on va aborder, qui peuvent être retrouvés sur notre site, nous vous les mettrons petit à petit au fur et à mesure. Vous retrouverez nos différentes propositions et positionnements sur notre site internet également, via les liens, toujours dans le chat. Donc, nous pourrons également vous présenter plus en détail nos propositions, plutôt en conclusion de ces rencontres, pour passer très vite la parole à nos intervenantes. Donc maintenant, on a parlé santé. Je vais laisser ma collègue Camille Flazenski nous parler logement d'abord. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux à ce webinaire que nous co-organisons. Donc, Camille Plezanski, je suis chargée de mission hébergement logement à la Fédération des acteurs de la solidarité. Et on s'était dit avec mes collègues qu'il était important de pouvoir introduire ce webinaire en parlant finalement du logement d'abord. Donc, quelques mots sur le logement d'abord et son essence finalement. Donc, le logement d'abord qui trouve ses prémices dans l'Housing First nord-américain et qui, à la fin des années 80, constitue une nouvelle réponse au sans-abrisme qui vise justement à pouvoir permettre l'accès direct au logement à des personnes qui vont être en situation de rue et qui vont souffrir de troubles psychiatriques et ou d'addiction. Donc là, ce modèle a rapidement trouvé écho en France avec le dispositif Un chez soi d'abord, qui depuis 2011 permet finalement de l'accès à des sans-abri qui sont en situation de fragilité et qui souffrent de troubles psychiques, de pouvoir accéder directement à un logement et de pouvoir bénéficier d'un accompagnement qui va être adapté à leur situation, visant justement à pouvoir se réinsérer durablement dans la société et à se maintenir durablement dans un logement décent. Donc, un chez-soi d'abord, précurseur aussi d'une politique structurante du logement, donc la politique du logement d'abord. On en est au second plan quinquennal et c'est important de pouvoir souligner cette politique qui est donc structurante de l'accès au logement et de la sortie de l'hébergement des publics. Donc, comme je vous l'ai projeté sur la slide qui s'affiche à l'écran, le logement d'abord, non, c'est notre slide. Le logement d'abord, non, c'est pas ça. Voilà. Le logement d'abord, c'est un modèle qui repose sur l'accès direct et durable des personnes à un logement et le bénéfice d'un accompagnement social qui va être donc adapté à la situation de la personne, qui va être modulable et pluridisciplinaire et qui va pouvoir aussi varier en intensité tout au long du parcours de la personne en fonction des besoins qui vont être exprimés. Donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma, le logement d'abord, c'est également la fin de l'approche précédente qui visait justement à avoir une approche, comme on disait, par palier ou en escalier, et qui reposait sur une capacité à loger, une capacité à habiter. Donc maintenant, on a rompu avec ce système et on part du principe où aucun critère prédictif ne saurait permettre d'évaluer la capacité d'une personne à habiter un logement. Donc, les problématiques de santé mentale, c'est le sujet aussi du jour. Les problématiques de santé mentale ne sauraient constituer un frein à l'accès au logement. Donc, il est important aussi de rappeler que le logement d'abord, c'est donc la slide suivante, c'est des nouvelles, enfin, c'est une aide à la réflexion qui permet d'accompagner autrement les personnes et qui permet donc de les mettre au centre de leur parcours et d'avoir une conception plurielle de la personne. Donc, la personne, elle occupe une place centrale dans son parcours et
cette nouvelle appréhension de la place de la personne va engendrer une évolution des pratiques professionnelles qui visent notamment à mieux répondre aux besoins d'accompagnement identifiés. Ils nommons notamment comme pratique professionnelle le travail pair, l'aller vers, l'approche orientée rétablissement ou encore l'approche de la dictologie par la réduction des risques et des dommages. Donc, c'est une aide à la réflexion qui a amené donc des acteurs de champs professionnels tout à fait différents et autrefois éloignés à se rencontrer et à discuter pour s'articuler dans un objectif commun, à savoir l'accès et le maintien dans le logement des ménages. C'est dans ce contexte que s'inscrit le webinaire d'aujourd'hui, c'est dans cette dynamique. On va justement chercher à pouvoir valoriser le travail partenarial qui existe entre les professionnels de la santé et les professionnels de l'accompagnement social et les professionnels du logement au service de l'accès et du maintien dans le logement des ménages. Donc, l'objectif de ce webinaire, ça va être d'avoir un éclairage sur la santé mentale, sur les pratiques d'accompagnement et aussi sur les solutions de logement qui peuvent s'offrir aux personnes. Parce qu'il est important de rappeler que partir de la personne, de son projet, de ses besoins et de ses souhaits va impliquer nécessairement d'avoir un panel de solutions élargi et suffisant en vue d'apporter une réponse plurielle et personnalisée aux personnes. Alors, je vais donc peut-être, Marie, je te passe la parole. Je vous projette rapidement. On a produit une note d'éclairage sur le logement d'abord au niveau de la Fédération des acteurs de la solidarité. Elle est disponible sur notre site internet. L'idée étant de pouvoir rappeler finalement les principes fondamentaux du logement d'abord et aussi de pouvoir donc présenter les trois piliers qui nous semblent fondamentaux pour pouvoir justement réussir cette mise en œuvre du logement d'abord, à savoir forcément l'accès au logement, donc dans sa diversité, avec toutes les solutions de logement qui peuvent exister, l'accompagnement social et l'évolution des pratiques professionnelles, et la territorialisation du logement d'abord et l'implication de l'ensemble des parties prenantes en faveur de l'accès et du maintien des ménages dans le logement. Donc, le PowerPoint sera disponible à l'issue du webinaire, au même titre que l'enregistrement du webinaire. Je passe tout de suite la parole à Marie Chatagnon pour qu'elle puisse introduire notre première intervenante. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Marie Chatagnon, je suis chargée de projet Addiction Précarité à la FAS nationale. Et je vais donner la parole à Sonia Charapov, que je remercie déjà d'être parmi nous ce matin. Sonia, vous êtes chargée de mission au sein du Centre national de ressources et d'appui des conseils locaux de santé mentale et au centre collaborateur de l'OMS. Et vous allez nous partager quelques concepts et recommandations relatifs aux questions de santé mentale. Je vous laisse la parole. Eh ben, merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Du coup, très rapidement, ça s'affiche, ouais. Je vais juste présenter qui on est et puis voilà, faire un peu ces éclairages sur la santé mentale. Donc, moi, je fais partie du centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale. C'est un centre qui est reconnu par l'OMS comme expert sur les bonnes pratiques en santé mentale et notamment en santé mentale communautaire. Et notre mission, c'est vraiment d'essayer de travailler avec tous les acteurs à l'échelle nationale et internationale pour à la fois promouvoir les bonnes pratiques en santé mentale sur la question des soins, sur la question de l'accès, des parcours, sur la question des droits, sur la question de la prévention, la promotion, et puis aussi de faire remonter nos observations et nos travaux de terrain à l'OMS. Il y a une quarantaine de centres experts sur la santé mentale dans le monde et en France, on est le seul. Dans ce CCOMS, donc, il y a une équipe qui est chargée de travailler sur le déploiement des conseils locaux de santé mentale. J'en fais partie. On est on va dire deux et demi, deux et demi personnes à travailler, à avoir vraiment les missions à la fois d'accompagner les territoires à développer des conseils locaux de santé mentale, et puis quand ils fonctionnent, de mettre en place des outils, des accompagnements méthodologiques, des sensibilisations. On va aussi avoir une mission d'animation du réseau national, donc c'est aussi proposer des temps, des espaces pour les acteurs qui font partie des CLSM, notamment les acteurs du logement, mais on va en reparler. Et puis, on a aussi une mission, voilà, un peu de valorisation, d'essayer de porter la démarche CLSM et de pouvoir partager les expériences de terrain, les expériences vécues par les CLSM au plus grand nombre. Là, l'idée de cette introduction, c'est vraiment de vous présenter quelle est l'approche
qui aujourd'hui est recommandé quand on veut travailler les sujets, les questions de santé mentale. C'est un sujet qui est très vaste, la santé mentale. Donc là, moi, j'ai 15-20 minutes pour essayer de vous montrer que on parle pas de santé mentale un peu au hasard. Il y a un cadre, il y a des recommandations internationales et nationales aujourd'hui qui essayent de promouvoir une certaine approche et qui va être intéressante à connaître dans le cadre notamment des actions qu'on peut faire sur la santé mentale et le logement. Puisque cette approche-là et cette philosophie de santé mentale, elle va forcément impacter votre façon de mettre en place des actions. Juste très rapidement, alors c'est vrai qu'avant, l'idée c'est qu'avant la santé, je ne sais pas s'il y a que chez vous que ça bug, mais je vais essayer d'aller vite. La question de la santé et de la santé mentale, on avait tendance un peu à réduire cette idée que la santé mentale, c'était uniquement l'absence ou la présence de troubles psychiques. Et donc, bah, on allait s'occuper plutôt des personnes qui avaient des troubles psychiques. Et puis, on se posait pas trop la question des personnes qui n'avaient pas de troubles psychiques. On se posait pas la question de savoir si elles allaient bien. Bon, voilà, ça va être plus simple. Et puis assez rapidement, on s'est rendu compte que bah, déjà, on pouvait avoir une santé mentale affectée sans avoir de troubles psychiques et avoir une grande souffrance psychique. Et que cette grande souffrance, elle impacte notre vie, nos relations sociales, notre travail, etc. Et donc, il fallait aussi s'intéresser à ces personnes-là. Et puis, bah, on s'est dit aussi que il était possible, et on le voyait, que des personnes qui avaient des troubles psychiques, eh ben, elles se sentent bien, elles soient épanouies et elles puissent, bah, comme n'importe quel citoyen, pouvoir bénéficier de tout ce que la vie peut nous réserver. Et ça, c'est une approche qui est hyper importante, cette idée de continuum, parce que ça veut dire que quand on met en place des projets ou des actions ou des stratégies sur un territoire, eh ben, il faut penser en fait à ces quatre aspects. Qu'est-ce qui fait qu'on va créer des environnements favorables pour que les personnes se sentent bien et comment on va accompagner les personnes qui bah, voilà, ont une santé mentale affectée. Il y a plein de facteurs qui influencent notre santé mentale. Alors ça, c'est un petit quiz. Je vous laisse répondre un petit peu dans votre coin. Vous n'êtes pas forcément obligé, sauf si vous avez envie, mais de le mettre dans le chat. Mais c'est pour montrer qu'il y a eu plusieurs études, et ça, c'est une étude québécoise, mais voilà, il y a plusieurs études qui montrent en fait l'impact des déterminants et l'impact de certains facteurs sur la santé d'une population. Cette étude québécoise, elle avait par exemple montré que bah, en fait, contrairement à ce que parfois on peut penser, voilà, on se dit bah, la santé mentale, c'est quelque chose de très individuel. Donc, c'est forcément l'individu. Donc, soit il a une fragilité de départ, soit il n'a pas les capacités individuelles pour avoir une bonne santé mentale et pour gérer les situations de la vie. Bon, bah, cette étude, elle a clairement montré que, en fait, l'impact sur la santé et donc la santé mentale était principalement lié à l'environnement social économique du territoire. Ben, voilà, le fait de savoir si je vais pouvoir trouver un emploi, le fait de me retrouver dans un endroit où il y a du lien social, où il y a de la solidarité, etc., bah, ça impacte à plus de 50% la santé physique et la santé mentale d'une population. Bien sûr, un système de soins efficace, ça contribue aussi. Mais on voit qu'il y a aussi d'autres facteurs, et notamment les facteurs en termes d'environnement physique, dans lequel on va par exemple retrouver le logement. Donc ça veut dire que là, quand vous regardez ce graphique, techniquement, il y a plus de 60% des déterminants qui impactent notre santé mentale, qui sont des déterminants extérieurs à l'individu. D'où l'intérêt d'agir sur ces déterminants-là. Donc ça, c'est un schéma que peut-être certaines d'entre vous connaissent. Voilà, c'est un peu un classement des différents facteurs qui impactent notre santé. Ça, c'est un schéma que nous, on présente beaucoup quand on va sur les territoires, quand on rencontre les acteurs de terrain, quand on rencontre les élus locaux, quand on rencontre les acteurs de la psychiatrie, quand on rencontre les associations d'usagers d'aidants. En fait, on présente beaucoup ce schéma pour montrer que, bah, vous voyez, en fait, pour agir en santé mentale, on peut agir sur tous ces aspects-là, de plein de façons différentes, avec plein d'outils différents, bien sûr. Mais voilà, on peut agir sur les politiques en lien avec l'éducation, sur les politiques en lien avec l'urbanisme. On peut agir en proposant des espaces pour les individus au sein des quartiers. Voilà, on peut faire beaucoup de choses. Mais l'idée de travailler la santé mentale, c'est pas uniquement de travailler que sur l'aspect soin.
Ça, c'est quelques chiffres. On en a plein des chiffres, mais c'est juste pour vous montrer pourquoi aujourd'hui la santé mentale, c'est un enjeu important et pourquoi nous, on appelle, en tant que Centre national de ressources et d'appui aux conseils locaux de santé mentale, on appelle vraiment à ce que les territoires voilà, puissent encore plus développer une stratégie, une politique sur la santé mentale. Ces chiffres, vous en connaissez certains. Ça, c'est l'idée de voir que depuis la crise sanitaire, il y a une santé mentale des Français qui est toujours dégradée, même si elle a tendance un peu à se stabiliser chez l'adulte. Mais par contre, j'étais trop vite. Par contre, là, l'inquiétude, et on en parle beaucoup en ce moment dans les médias, c'est la santé mentale des jeunes et des adolescents. Qui se dégrade et qui continue de se dégrader. Les chiffres actuellement sont assez inquiétants par rapport à la période avant Covid. Le taux de suicide en France est très important, c'est un des plus importants d'Europe. Et ça, c'est un chiffre aussi qui ne bouge pas, hein. Les troubles psychiques et la souffrance psychique, c'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie, c'est une des premières causes d'arrêt du travail. J'ai vu vite fait passer une question sur la différence santé mentale et troubles psychiques. En fait, ce qu'il faut, j'ai parfumé le petit schéma, mais ce qu'il faut essayer d'imaginer, c'est que vous avez une grande bulle avec la santé mentale. Et dans la santé mentale, on va retrouver plein d'aspects. On va retrouver les troubles psychiques, donc les pathologies, par exemple, chroniques, ou des états qui vont être passagers. On va retrouver les déterminants de la santé, on va retrouver les ressources, on va retrouver plein d'aspects. En fait, on a tous et toutes une santé mentale. Parfois, notre santé mentale, elle va bien. Parfois, on est un peu triste parce que on a voilà, une rupture, par exemple, amicale ou une rupture amoureuse. Parfois, notre santé mentale, elle va être affectée par une pathologie. Par exemple, une dépression, par exemple, un trouble de schizophrénie, par exemple, un trouble bipolaire. Et donc ça, ce sont des troubles qui sont en général chroniques. Donc voilà, c'est pour essayer de schématiser. La santé mentale, c'est un tout. Et dans cette santé mentale, on retrouve différentes catégories. Sur les chiffres clés, juste rapidement dans le monde, pour aussi montrer que c'est pas que en France qu'on se pose des questions. Mais voilà, rapidement, sur les derniers chiffres, voilà, plus d'1 milliard de personnes étaient atteintes d'une problématique, d'un trouble psychique. Les chiffres qui, ça, sont effectivement aussi très documentés sur la question de la durée de vie, hein. Les personnes qui vivent avec des troubles psychiques, elles ont une durée de vie qui est réduite de 10 à 20 ans en moyenne, du fait voilà, principalement des taux de suicide qui sont importants chez ces personnes, du fait aussi parfois de la moindre préoccupation de la santé physique, parce qu'on va plutôt se concentrer sur la pathologie psychique. Et ces personnes-là peuvent aussi, comme tout le monde, développer des cancers, des maladies cardiovasculaires. Et parfois, le suivi est moins bien fait. Et puis voilà, on est actuellement sur des contextes, vous les connaissez, économiques, géopolitiques, climatiques, etc., qui voilà, ont un fort impact sur la santé mentale de la population. Alors nous, les choses sur lesquelles on s'appuie, c'est vraiment des cadres qui voilà, sont à la fois des cadres scientifiques, des cadres législatifs, vraiment et on essaye vraiment de s'appuyer sur voilà, des cadres fixes et puis des réflexions globales pour pouvoir dire voilà pourquoi il faut travailler la santé mentale de ces questions-là. Ça, c'était juste un petit article du Monde qui avait été rédigé par un collectif de médecins, de chercheurs et d'élus locaux. Donc déjà, c'est intéressant de voir l'aspect décloisonnant de ce collectif et qui disent tous qu'à un moment donné, il faut arrêter de parler de système de soins, il faut parler de système de santé ce système de santé, il va pas bien. Au-delà d'avoir des problématiques en termes d'hôpital, il y a aussi des problématiques sur les questions de promotion, de prévention et d'approche en santé. Donc nous, pour justifier pourquoi dans les territoires, il faut travailler la santé mentale et pourquoi le Conseil local de santé mentale, c'est un bon outil, on s'appuie à la fois sur le rapport mondial sur la santé mentale, c'est le rapport de l'OMS qui a présenté voilà, un cadre, des leviers, enfin voilà, des axes de travail. Il faut agir
Voilà, sur les concepts, il faut agir sur les déterminants. Il faut essayer d'inclure à chaque fois cette question de la protection des droits, la promotion de la santé publique globalement. Et donc voilà, ce rapport mondial, il donne vraiment une méthodologie, entre guillemets, mais en tout cas, voilà, d'axes sur lesquels il faudrait travailler en priorité pour essayer vraiment de transformer ce système de santé mentale qui, voilà, dans le monde entier, et reste encore un système très axé sur le soin. On se base aussi sur, comme je vous le disais, des avis un peu scientifiques. Donc, par exemple, sur le dernier avis, je vous le montrerai après, du Haut Conseil de la santé publique, il y a un avis qui est sorti en 2021 qui met vraiment en avant les acteurs des territoires et notamment les rôles des collectivités à agir sur ces questions de santé mentale. Et puis, eh ben, il y a la feuille de route santé mentale et psychiatrie, c'est la feuille de route du gouvernement actuellement qui voilà, donne aussi à la fois fait un peu le bilan de ce qui se fait sur les territoires, mais qui donne aussi beaucoup d'axes de travail, d'axes prioritaires. Le logement, d'ailleurs, en fait partie. Et notamment, cette feuille de route, elle insiste un petit peu sur l'action des territoires et notamment l'action des conseils locaux de santé mentale. Voilà. Donc là, je vous ai juste remis un peu dans un petit tableau les trois grandes idées qui sont encouragées par ces trois avis. Et vraiment cette idée que les villes doivent s'impliquer sur ces enjeux de santé mentale dans une approche communautaire. Donc pour nous, l'approche communautaire en santé et en santé mentale, c'est vraiment l'intégration de toutes les personnes dans les prises de décision, dans les stratégies. C'est vraiment être dans une approche démocratique, en tout cas dans une approche horizontale, et c'est ce que défendent les CLSM. Donc voilà, pour nous, le Conseil local de santé mentale, c'est un outil qui permet à la fois d'être en accord avec ces cadres, avec ces recommandations de travail sur la santé mentale, et c'est des outils qui sont intéressants parce qu'ils sont à la main des territoires. Ça a été notamment encadré en 2016, même si les CLSM, ils existent depuis les années 2000. Mais en 2016, la Direction générale de la santé a sorti une instruction qui a vraiment permis de donner du cadre en disant, voilà, il faut développer des conseils locaux de santé mentale, notamment dans les territoires qui portent des quartiers politiques de la ville, puisque l'idée, c'est aussi de pouvoir agir auprès des personnes les plus en difficulté. On le sait très bien que le déterminant social et économique et la précarité, c'est un déterminant très important sur la santé et notamment sur la santé mentale. Donc, il y a un enjeu important aussi à travailler auprès de ces publics-là. Voilà, donc un conseil local de santé mentale, je vous l'ai dit, c'est à la main des territoires, c'est pas un contrat, c'est un conseil. C'est développé volontairement par des acteurs d'un territoire. Il y a rien qui est imposé, on n'est pas obligé de créer un conseil local de santé mentale. Donc c'est une volonté au départ de plein d'acteurs qui vont avoir envie de se concerter et de se coordonner autour de cette stratégie santé mentale. Pour nous, il y a une base. Dans ce conseil local de santé mentale, il faut qu'il y ait des élus locaux, il faut qu'il y ait la psychiatrie publique, il faut qu'il y ait les personnes qui sont concernées par des troubles psychiques et les aidants qui sont aussi concernés par ces questions-là. Et autour de ce noyau dur vont voilà, se greffer tous les acteurs. Donc ça peut être le conseil départemental, ça peut être les associations, ça peut être les bailleurs sociaux, ça peut être les services éducation, jeunesse, etc., les autres services d'une collectivité. Et l'idée, c'est que tous ensemble, de façon décloisonnée, on travaille à mettre en place une stratégie. Et voilà, c'est vraiment l'objectif principal de ce conseil local de santé mentale. Donc, on va à la fois avoir une stratégie et puis on va essayer de mettre en opérationnel cette stratégie. Je vous l'ai dit un petit peu déjà tout à l'heure, mais voilà, nous, les grandes missions d'un CLSM, c'est à la fois de travailler la question de la prévention, la promotion de la santé mentale, donc toujours aussi dans une approche, encore une fois, positive, comment on crée des environnements favorables au bien-être. On va aussi avoir un axe qui est très important, qui est la lutte contre la stigmatisation. Ça, c'est quelque chose il faut avoir en tête, notamment dans votre quotidien, dans votre travail et dans les projets que vous voulez monter. Il y a des pathologies, il y a des troubles, il y a des sujets qui sont beaucoup moins stigmatisés que les autres. La santé mentale, de fait de son histoire longue, de fait de l'approche qu'on a pu avoir pendant longtemps, notamment avec un système asilaire où concrètement, les fous, on les enfermait et pour pas que la société les voie et pour être tranquille. De cette histoire-là, on a encore aujourd'hui beaucoup de représentations et de stigmatisation
Et ça, c'est très important parce qu'encore une fois, cette stigmatisation, elle va avoir un impact sur la façon dont on va travailler avec les personnes, sur la façon dont on va les accueillir. Et si voilà, vous pensez que une personne qui a un trouble de schizophrénie, elle est forcément plus dangereuse que les autres, eh ben c'est pas le cas. Et ça, les chiffres le montrent bien. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, bah, si cette personne-là elle a un trouble, mais que moi, dans ma représentation, je vois plutôt quelqu'un qui est en souffrance, qui est en difficulté, eh ben, vous n'aurez pas forcément les mêmes actions et les mêmes approches. Ça, c'est un discours qu'on tient auprès des élus locaux. On leur dit clairement, puisque les élus locaux sont parfois aussi très intéressés par cette question de comment on travaille à la tranquillité publique. Ben, ça, on le travaille et souvent les élus locaux sont plutôt assez euh, motivés à aussi travailler à changer les représentations qu'on peut avoir sur le territoire sur la santé mentale. Et puis bien sûr, bah, les deux autres dernières grandes missions pour les CLSM, c'est de travailler à la citoyenneté, à l'insertion sociale, à l'accès aux soins et la continuité des soins. Donc c'est vraiment travailler sur tous ces axes-là. Bon, ça très rapidement, juste pour vous montrer qu'actuellement, il y a 270 CLSM qui sont actifs. Il y en a, je me suis trompée, il y en a plus d'une centaine en projet. Vous avez sur notre site internet, que je remettrai en lien à la fin, une carte interactive qui vous permet en fait de voir si sur votre territoire vous avez un conseil local de santé mentale. Si c'est le cas et que vous ne le connaissez pas, ben, on vous invite à contacter le coordinateur ou la coordinatrice. Il y a son adresse mail sur cette carte interactive pour voir voilà, comment vous pourriez éventuellement travailler avec ce conseil local de santé mentale. Euh, voilà, ça, c'était important pour moi de vous le montrer. Le logement, l'habitat, ça fait partie des groupes de travail thématiques. Donc, je vous ai dit, un conseil local de santé mentale, il définit une stratégie avec un ensemble d'acteurs. Et oui, oui, j'ai le timing en tête. Moi, j'avais 3 minutes, mais ça va. Merci, Charline. J'ai fini de toute façon. La question du logement et de l'habitat revient dans plus de 65% des CLSM. Donc, ça veut dire que 65% des conseils locaux de santé mentale ont un groupe de travail dédié au logement et à l'habitat. Où généralement, il y a énormément d'acteurs de l'habitat, donc des associations, des bailleurs, voilà, représentés sous plein de formes différentes. C'est vraiment une problématique que nous, on travaille dans le réseau. Cette année, on a été énormément sollicité par plein d'acteurs de la santé. Et je peux le citer puisqu'il y a une personne qui va intervenir, mais il y a notamment l'Union sociale Habitat. Dans le cadre de son magazine Actualité Habitat, ils ont fait un gros dossier sur la santé mentale. On pourra vous remettre le lien dans le chat, voilà, sur lequel on a été invité. Et juste pour terminer, quelques exemples d'actions. Euh, voilà, je le fais très vite, dans différentes villes de France. Voilà, des actions que peuvent mettre en place des CLSM, donc que ce soit à la fois travailler sur les pratiques professionnelles et notamment informer sur ce qui existe ou accompagner les acteurs à mettre en place bah, des projets un peu innovants sur les questions du logement. Ça va être aussi, des fois, travailler à mettre en place des partenariats entre les collectivités, des associations pour favoriser, faciliter l'accès au logement. Il va y avoir des fois des travaux vraiment très précis avec les bailleurs sociaux pour aussi travailler la question de la captation des logements qui est souvent une question très, très complexe, mais voilà, on le fait ensemble en bonne intelligence. Et puis voilà, après, encore une fois, c'est aussi travailler sur des processus. Parfois, la situation est complexe, c'est pas tant la situation en elle-même, c'est que le processus qu'on a l'habitude d'utiliser, il fonctionne pas. Donc, des fois, ça veut dire qu'il faut envisager d'autres processus. Voilà, et ça, c'était un exemple. Pareil, on vous donnera la présentation d'une action qui avait été faite dans le Val d'Oise Est où ils avaient pendant 2 ans formé les gardiens d'immeubles, sensibilisés, et ils ont créé une bande dessinée suite à ça qui reprend un peu des conseils et des approches si on se retrouve face à certaines situations comme Diogène, comme une personne qui a des troubles délirants. J'en ai fini. Voilà. Et merci beaucoup de votre attention et on reste disponible. N'hésitez pas si vous voulez nous contacter, à nous écrire un petit mail et puis à nous faire part voilà, de votre demande. C'est tout bon, je cède le contrôle du diapo. Merci beaucoup, Sonia. On va se prendre quelques minutes. Il y avait quelques questions. Pour information, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au départ, mais si vous avez des questions pendant les interventions, présentations des intervenantes, n'hésitez pas à les poser dans le chat, dans le question-réponse, et on les récupère et du coup, on peut les transmettre à l'issue. On prend un petit peu de temps à l'issue de chaque intervention pour pouvoir transmettre vos questions. Donc là, il y a 2 questions et je passe la main à Charline qui du coup va vous les transmettre, Sonia. Merci encore.
Alors, les deux questions, c'était surtout par rapport le début de votre intervention. La première, c'est quelle est la différence entre un trouble psychique et la santé mentale? Alors, je l'ai un peu dit dans la présentation, du coup, mais je le redis très rapidement. Donc, avant, quand on pensait santé mentale, on pensait automatiquement égal, j'ai pas, il y a un petit schéma, mais je l'ai pas, égal trouble psychique. Ça, c'était une pensée qui existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut essayer d'imaginer que la santé mentale, c'est global. On a tous une santé mentale comme on a une santé physique. L'OMS dit qu'on a trois santé, hein, une santé physique, une santé mentale et une santé sociale. Votre santé physique, vous êtes en capacité, vous, de vous dire bah, qu'est-ce qui est différent d'une maladie que différent d'une gêne. Par exemple, ce matin, vous vous levez, vous avez mal au dos. Peut-être c'est parce que vous avez une mauvaise position dans la nuit ou vous avez un mauvais matelas. C'est pas forcément lié à une pathologie. Par contre, quand c'est récurrent, que vous allez faire des examens, peut-être qu'on va déceler quelque chose qui va être de l'ordre de la pathologie. Bah, la santé mentale, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que la santé mentale, vous avez tous les jours des moments où ça va, des moments où ça va moins bien. Donc votre santé mentale, elle fluctue. Et puis parfois, votre santé mentale va être particulièrement affectée par quelque chose qui peut être un peu dans la durée. Donc ça peut être parfois un état. Voilà, vous êtes licencié, par exemple, bah, vous pouvez développer un état dépressif qui ne sera pas forcément de l'ordre de la pathologie parce que ça sera un état qui sera passager, mais qui peut être suffisamment grave et qui peut atteindre votre vie et votre santé. Et donc, il faut le prendre en compte. Et puis, parfois, vous allez peut-être développer une pathologie psychique. Et là, on arrive sur l'aspect pathologie plus chronique qui va nécessiter, du coup, une prise en charge et enfin, voilà, une mise en place de stratégie. Donc, la santé mentale, voilà, c'est vraiment un tout. Et ça, c'est important pour que les gens se sentent concernés. Parce que parfois, vous parlez de santé mentale, les gens, ils vous disent, bah non, je suis pas fou. Ou non, moi, ça va, etc. Donc, ce petit schéma que je vous ai présenté, le continuum, souvent, il est intéressant. Moi, je l'ai testé auprès de plein de publics différents, des professionnels, des habitants dans les QPV, etc. Il est assez clair, assez facile à, à présenter. Merci beaucoup, Sonia. Sinon, par rapport aux déterminants de santé, par rapport à la santé mentale, est-ce qu'il existe des spécifiques aux jeunes? Des déterminants spécifiques aux jeunes. Alors là, il y a des études qui sont en train de chercher, notamment au vu des différents contextes, comment dire, sociaux qui existent actuellement, de voir voilà, pourquoi la santé mentale des jeunes serait actuellement beaucoup plus dégradée. Je pourrais vous transmettre peut-être un document qui avait été fait notamment par l'IREPS Occitanie, enfin Promotion Santé Occitanie, sur les jeunes et les adolescents. En fait, on dit qu'il y a effectivement des déterminants un peu spécifiques. Déjà au niveau individuel, si on prend la question de l'enfant et de l'adolescent, il y a un déterminant qui est lié au développement. Déjà au développement individuel de l'enfant et de l'adolescent, avec les changements au niveau du corps, les changements au niveau hormonal, les changements psychologiques, qui impactent forcément la santé mentale différemment d'un adulte. Donc ces déterminants-là, ils sont assez spécifiques, d'où l'idée d'avoir des approches déjà différentes. Euh, par rapport à ça. Ensuite, il va y avoir les déterminants sociaux proches. Donc, on sait que les déterminants familiaux, ils sont très importants tout au long de la vie, hein. Quand vous êtes une personne en situation de grand âge, bah, le fait d'avoir une famille ou pas, ça peut aussi agir sur votre santé mentale. Mais on sait qu'ils sont particulièrement impactants à l'âge jeune, en fonction de si vous êtes dans un environnement familial et social épanoui. Qui vous pousse vers le haut, voilà, qui a des modèles d'éducation plutôt positifs, etc. Ça aura forcément un impact, et ça vous le savez très bien, voilà, que si vous vous retrouvez dans une famille qui est maltraitante, qui est absente, etc., bah, quand on est jeune, on est encore plus, euh, plus impacté. Et puis après, il va y avoir tous les déterminants qui sont liés à l'environnement social. Si vous êtes jeune, mais que vous habitez dans un quartier et que on vous dit clairement que ça va être très compliqué de trouver un emploi, bah voilà, déjà adolescent ou jeune adulte, bah, ça a un impact très fort sur comment on va envisager l'avenir si l'accès à l'éducation est compliqué. Donc, il y a voilà, aussi l'environnement peut-être un peu moins proche, mais qui fait partie de l'environnement de vie. Bah, les jeunes et les jeunes adultes, forcément, sont beaucoup plus impactés parce que voilà, ça a un impact sur
cette période de vie où on est en train d'essayer de voir est-ce qu'il faut construire quelque chose, vers où je vais, je sais pas trop, etc. Donc ça, il y a ça. Et puis après, là, pour l'instant, il y a peu d'études, mais c'est en train un peu de sortir sur est-ce que les contextes actuels sont impactants pour les jeunes et lesquels. C'est vrai que là, il y avait je pensais juste à une interview voilà, à la radio de jeunes voilà, qui disaient bah, nous, en fait, quand on regarde la télé, qu'on voit les infos, bah, on voit que le climat il se dégrade, qu'on va se prendre 1,5 degré ou 2 degrés en 2050, qu'on va avoir des conditions climatiques très complexes. On voit la montée du nationalisme, des extrémismes qui nous inquiètent. On a l'impression que c'est compliqué de trouver un emploi qui fait du sens pour nous voilà, on est peut-être un peu plus exigeant. On est inquiet par rapport à la situation géopolitique qui, certes, il y a toujours eu des guerres depuis toujours, mais là, il y a voilà, deux gros conflits qui prennent beaucoup de place dans l'actualité. Il y a aussi le lien avec les médias, l'utilisation des réseaux sociaux qui est quand même très importante. Il y a eu un impact très fort pendant le Covid avec une surutilisation qui fait que maintenant, bah, il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont pris un peu dans cette surexposition. Et cette surexposition avec des événements et des contextes négatifs, bah, forcément, c'est pas bon. Et les jeunes ont parfois un peu moins facilement de recul par rapport à ça que les adultes. Donc voilà, quelques exemples, mais j'essaierai de vous retrouver le document auquel je pense qui présente un petit peu plus spécifiquement les informations à prendre en compte quand on veut travailler la santé mentale des jeunes. Merci beaucoup, Sonia. Avec plaisir. Un grand merci Sonia pour cette présentation. Je me permets de rebondir sur une question qui a été posée dans le chat pour pouvoir introduire les deux parties qui vont articuler ce webinaire. Donc effectivement, initialement, dans l'Housing First nord-américain, on était principalement sur des personnes qui étaient en situation de rue, voire exclusivement. L'idée étant de pouvoir démontrer, en comparant deux cohortes, que lorsque les personnes en situation de rue et qui souffrent de troubles psychiatriques accèdent au logement, on constate des coûts évités, que ce soit pour la personne dans son parcours, mais aussi pour la société. En revanche, le logement d'abord, donc en France, a un spectre beaucoup plus large. L'idée étant de pouvoir partir de la personne, de là où elle en est dans son parcours, donc qu'elle soit en situation de rue, qu'elle soit hébergée chez un tiers, dans un centre d'hébergement, et de pouvoir construire avec elle son projet logement finalement, de savoir quels sont ses besoins, quelles sont ses envies et quel est son projet logement. Et donc, c'est ce qui va aussi articuler nos interventions aujourd'hui. Dans un premier temps, on va parler justement accès au logement, avec ce que j'avais pu vous indiquer en introduction. Partir de la personne, de son projet et de ses besoins va impliquer nécessairement d'avoir un panel de solutions élargi et suffisant en vue d'apporter donc une réponse plurielle. Donc, on va avoir différents types de logements. On parle de logements avec un grand L, les logements dits ordinaires, donc dans le parc social ou dans le parc privé, les logements adaptés, donc résidence sociale, pension de famille, résidence accueil, intermédiation locative. On peut avoir de l'habitat collectif, de l'habitat individuel, avec ou sans accompagnement social. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer ce matin. Donc, je vous passe la parole, Marion Hornecker. Vous êtes chef de service d'une résidence accueil portée par l'association Entraide le Relais. Est-ce que vous pourriez nous présenter cette solution de logement? À qui est-elle destinée? Et quel est le niveau d'accompagnement que vous pouvez proposer dans ce cadre? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis effectivement Marion Hornecker, chef de service à l'association Entraide le Relais qui se situe à Strasbourg. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Léa Schumacher, qui est conseillère en économie sociale et familiale et qui est hôte dans notre résidence accueil. Donc, on a effectivement la mission de vous présenter ce dispositif qui est quand même là depuis 2006 dans le paysage, mais 2007, mais qui est encore assez peu connu finalement. Donc déjà, ce qu'il faut savoir par rapport aux résidences accueil, c'est que c'est considéré comme du logement accompagné pérenne. Donc, cette notion est déjà assez importante puisque ça va permettre de travailler vraiment dans la longueur et sur de nombreuses années avec les personnes. La création découle en fait d'un constat qui avait été fait au moment du plan psychiatrie santé mentale 2005-2008. Le constat qui était fait, c'est qu'il y avait 13 000 personnes en France qui étaient hospitalisées en psychiatrie sans qu'il y ait plus de nécessité thérapeutique.
mais maintenus à l'hôpital parce que pas de solution adaptée pour une sortie de l'hôpital. Donc du coup, le gouvernement a mis en place un projet qui était une expérimentation, donc des résidences accueil, qui a commencé en 2007. Et il s'agissait en fait de proposer une nouvelle solution de logement donc à des personnes fragilisées par des troubles psychiatriques qui se situaient en fait à mi-chemin entre la vie en structure totalement collective et le logement autonome qui souvent peut être source d'isolement et de repli sur soi. Donc pour créer ces résidences accueil, on est parti en fait du modèle des maisons relais qui existait déjà depuis 2002 et qui implique que sur un même site, on ait un certain nombre de logements privatifs. Donc par exemple chez nous à la résidence, on a 21 logements privatifs. Les personnes accèdent à ces logements en signant donc un contrat de location avec l'association. Sur le même site, également une présence d'espaces collectifs suffisants pour proposer à ceux qui le souhaitent de pouvoir se retrouver, de pouvoir participer à des activités, et une présence d'une équipe éducative en journée. Donc, par exemple, chez nous, c'est un binôme de deux travailleurs sociaux. Elles sont toutes les deux conseillères en économie sociale et familiale. Et donc, elles sont présentes du lundi au vendredi en journée, à peu près entre 8h30 et 18h. Le samedi, il y a 2 samedis sur 3 où elles sont également présentes. Et pourquoi personne la nuit? Donc, parce qu'il n'y a pas vocation, effectivement, à avoir une présence 24 heures sur 24 puisqu'on accueille, donc je parlerai après du public, on accueille des personnes qui sont suffisamment autonomes pour quand même vivre dans leur logement, mais qui ont besoin effectivement de ce soutien en journée. Alors après, forcément, l'association a une astreinte téléphonique, hein, au cas où il y aurait quelque chose qui ne peut attendre le retour de l'équipe éducative. Donc, il y a un cahier des charges qui a été mis en place pour répondre au projet des résidences accueil, qui prévoit 2 points particuliers par rapport aux maisons relais. Le premier, c'est une obligation de conventionner avec une équipe médicale, donc qui dépend généralement de l'hôpital psychiatrique de secteur. Donc après, le mode de partenariat va un peu dépendre en fait des différentes résidences accueil et de l'équipe médicale concernée. Donc par exemple, chez nous, on retrouve l'équipe médicale en réunion, donc la psychiatre et les infirmiers, à raison de 2 réunions par mois. Donc ces réunions, elles vont permettre déjà de pouvoir échanger sur la situation de la personne, comment elle va en ce moment, et ainsi de suite, mais surtout aussi de coordonner nos actions. Elles se font pas non plus. Alors, il y a une partie de réunion qui se fait entre professionnels et la deuxième partie de réunion, chaque réunion est consacrée à une réunion, ce qu'on appelle ici le bilan personnel et le projet individuel de la personne. Donc, on reçoit conjointement chaque résident au moins une fois dans l'année pour ensemble voir comment la personne se sent au sein de la résidence, qu'est-ce qu'elle a envie de faire pour l'année à venir et avec qui elle souhaite le travailler. Donc, ça peut aussi être des personnes de son entourage, hein, c'est pas forcément des professionnels. Ça peut aussi être un mandataire d'une mesure de protection s'il y en a une. Donc ça roule relativement bien. Par contre, le deuxième point du cahier des charges, qui était de créer un partenariat avec un SAVS ou un SAMSA, pour nous, par exemple, on n'a pas pu le mettre en œuvre parce que déjà, Entraide le Relais n'a pas de service de SAVS ou SAMSA en son sein. Et donc, du coup, les autres structures, en fait, on n'est pas dans les mêmes circuits pour les orientations. SAVS, SAMSA, ça implique pour la personne d'avoir une orientation MDPH. Nous, l'orientation en résidence accueil, elle se fait pas du tout par le biais de la MDPH, elle se fait par le biais du SIAO. On est sur la partie insertion du SIAO. Donc, du coup, ça complique un petit peu les choses. Ce qu'on fait, c'est qu'une fois que la personne est là, une fois que l'accompagnement est en œuvre, on voit s'il y a un besoin ou pas d'instruire un dossier. Mais au final, aujourd'hui, sur les 21 résidents, personne n'a d'orientation vers un SAVS ou un SAMSA. La petite particularité aussi dans le Bas-Rhin,
c'est qu'on a un financement dans le cadre du FSL pour faire de l'ASLL, donc accompagnement social lié au logement au sein de la structure. Donc, ce qui nous permet, voilà, de légitimer aussi l'accompagnement individuel auprès des personnes, mais aussi auprès des partenaires. En gros, le projet résidence accueil, c'est vraiment pour la personne de pouvoir maintenir une certaine autonomie, de la développer aussi, hein, parce qu'on part du principe que quand elles ont été dépendantes de quelqu'un, que ce soit l'hôpital, la famille ou une structure collective, bah, elles n'ont pas forcément pu s'essayer à une vie autonome. On part aussi du principe que le logement, l'accès au logement, c'est pas la fin en soi. C'est vraiment le début de beaucoup d'autres choses. Et donc, effectivement, la question de l'épanouissement personnel est vraiment beaucoup travaillée avec les résidents. Et un des objectifs aussi, c'est qu'il y ait moins d'hospitalisation. Donc, on part du principe que si la personne, elle est stabilisée dans un logement dans lequel elle se sent bien, avec un accompagnement social et un accompagnement médical, ça lui permet, voilà, d'appréhender aussi la question de la santé différemment et peut-être d'arriver à moins d'hospitalisation. Au niveau de l'orientation, donc comme je vous disais, c'est une orientation SIAO. On a une commission d'admission donc qui se réunit que quand on a du logement vacant. Alors forcément, qui dit dispositif pérenne, finalement on a assez peu de turnover, hein, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Au niveau des critères du public, alors on est sur des personnes qui sont isolées, donc sans enfants à charge. Alors, ça ne veut pas dire il n'y a pas d'enfants, mais en tout cas ils vivent pas avec leurs enfants. Pas de possibilité non plus de vivre en couple au sein d'un logement de la résidence accueil, avec généralement une situation de précarité, dont la situation sociale et psychologique du coup rend difficile l'accès à un logement ordinaire. Donc, les personnes peuvent avoir connu un parcours de vie varié, comme je le disais avant, avec ou sans expérience locative préalable, c'est pas rédhibitoire. Que les personnes aient quand même une autonomie suffisante pour pouvoir vivre seules dans un logement, qu'elles aient aussi l'envie et le besoin de se poser quelque part et voilà, pour se reconstruire et entreprendre d'autres choses, qui acceptent les règles de la vie en semi-collectif, ayant des ressources suffisantes pour assumer la charge d'un loyer, ne dépassant pas du coup les plafonds de logement social PLAI, puisque généralement les programmes immobiliers, alors nous c'est un bailleur social qui a porté hein, la rénovation, la réhabilitation du bâtiment, et donc du coup effectivement on a des plafonds PLAI à respecter pour le public et en situation régulière sur le territoire français. Au niveau de la commission d'admission, elle va étudier les dossiers des personnes après que les personnes aient bénéficié de 2 entretiens. Il y a un entretien social au sein de la résidence et il y a un entretien médical qui est fait avec la psychiatre de l'hôpital de jour avec qui on a une convention. Donc, il y a une double évaluation en fait de la situation. Après, par rapport à la commission, elle va se baser sur 5 critères. Chez nous en tout cas, hein, donc le premier, c'est bien sûr le projet de la personne et ses attentes vis-à-vis de cet accès au logement, de voir un petit peu ce qu'elle exprime sur la spécificité aussi de la résidence accueil avec la possibilité d'avoir une vie semi-collective. Le deuxième critère, c'est l'autonomie de la personne et ses compétences dans la gestion du quotidien. Donc en fait, pendant l'entretien, on va la faire s'exprimer sur ce qu'elle sait déjà faire, où est-ce qu'elle en est. On fait remplir une petite grille d'auto-évaluation en fait hein, sur les tâches de la vie courante. Ça nous permet, alors on dit toujours aux personnes, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça nous permet plutôt de voir quelle est la conscience de leur situation et où est-ce qu'elle situe le besoin de soutien. Le troisième critère, c'est l'engagement dans une démarche de soins. Ça, c'est par contre vraiment une obligation en fait, hein, c'est-à-dire que les personnes qui nous sont orientées ont déjà un accompagnement médical en cours et donc voilà, c'est une condition de s'engager aussi dans la poursuite de cet accompagnement. Nous, on n'intervient pas hein, dans ce qui est prescrit voilà, par l'équipe médicale, mais on va être vigilant à ce que le lien continue à se faire et que la personne continue ses démarches.
Quatrième critère, c'est la capacité financière, hein. Donc, ben, forcément, on est dans un dispositif de logement, donc il faut que les personnes aient des ressources qui soient en adéquation avec le montant de la redevance. Nous, on va jusqu'à un taux d'effort à peu près de 35% maximum, puisque dans la redevance est compris ben, toutes les charges d'énergie, hein, chauffage, électricité. Et le dernier critère, et un des plus importants aussi, c'est finalement le groupe des résidents qui est déjà présent, puisque forcément, bah, il y a un équilibre de vie dans la structure et qu'on a besoin bah, de maintenir cet équilibre. Donc aussi amener de la mixité dans les parcours. Mais voilà, c'est un critère qui est vraiment très important. Du coup, je vais passer la parole à Léa qui va vous parler plus spécifiquement des résidents de l'Élan. Donc, c'est le nom de notre résidence accueil. Et ah oui, on va faire vite. Et de l'accompagnement, du coup. Alors du coup, au sein de la résidence, on a 21 résidents qui ont entre 27 et 67 ans. La moyenne d'âge est de 45 ans. Donc la majorité des personnes perçoit l'allocation adulte handicapé et une mesure de protection, parce que la pathologie peut impacter la capacité ponctuellement ou au quotidien à assurer une gestion administrative et budgétaire. Donc auparavant, les personnes étaient dépendantes d'une structure ou de domicile familial. De ce fait, ils n'ont pas pu développer leur autonomie et ont souvent fait l'objet d'une hospitalisation longue en hôpital psychiatrique. Donc au niveau de la résidence accueil, la vie semi-collective, elle est rythmée par des temps forts avec 2 ou 3 activités par semaine en fonction des envies et de la saisonnalité. Le but, c'est de rendre les personnes actrices et de la laisser s'exprimer en fonction de ses envies et de ses souhaits et de la laisser décider aussi de ce qu'elle souhaite faire. On met en place un conseil des résidents 1 fois par trimestre pour donner la parole aux résidents sur l'organisation de la résidence, telles que les activités à venir, mais également le fonctionnement au sein de la structure. Donc, comme vous le disiez, Marion, il y a un accompagnement individuel dans le cadre de l'accompagnement social lié au logement, avec à minimum une visite à domicile par mois, des rendez-vous au bureau, des accompagnements à l'extérieur, pareil en fonction des besoins de la personne. On essaye vraiment d'adapter l'accompagnement en fonction des demandes. Les domaines d'intervention de l'équipe se font en général sur 3 thématiques. C'est celle en tout cas qu'on voit le plus. Donc, il s'agit du logement, de la gestion budgétaire, mais aussi de la santé. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de travail et d'accompagnement au niveau de la santé et aussi au niveau somatique parce que les personnes, à un moment donné, n'arrivaient avec des soucis psychiques tellement importants que le côté somatique est resté de côté. Et là, aujourd'hui, on est sujet à travailler beaucoup tout ce qui est surtout hygiène dentaire, mais pas que. Et ça prend beaucoup de place aussi. Donc, pour résumer, l'accompagnement des résidents nous demande de nous adapter au quotidien en fonction de la pathologie, du fonctionnement de la personne, mais aussi de l'état actuel de la personne, parce que la santé psychique n'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, ça nous demande de nous adapter au jour le jour en fonction de l'état et de l'humeur de la personne. Voilà. Voilà, pour les résidences accueil. Merci beaucoup pour cette présentation. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la deuxième intervention et ensuite on prendra un temps de questions-réponses. Donc, vous l'avez dit, l'accompagnement, c'est véritablement la clé. La clé pour l'accès, la clé pour le maintien. Je vais vous passer la parole. Marie Pluvinage, vous êtes chef de service CHRS Hors-les-Murs à l'association Visa dans les Hauts-de-France. Donc, pour rappel, rapidement, le CHRS Hors-les-Murs, c'est une ressource d'accompagnement social qui répond efficacement au paradigme du logement d'abord, qui part de la personne là où elle en est. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur le CHRS Hors-les-Murs? Comment est-ce que vous êtes organisé au sein de l'association Visa et quel constat vous pouvez faire sur le déploiement du CHRS Hors-les-Murs? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Marie Pluvina, chef de service à l'association Visa à Lille. Je ne sais pas si j'ai pris le contrôle sur la diapo. Oula, excusez-moi.
Donc voilà, je vais vous présenter du coup le dispositif CHRS Hors les Murs, qui se trouve du coup sur le territoire de la métropole européenne de Lille. Donc c'est un dispositif qui a vu le jour en 2014. L'association Visa a souhaité en 2014 du coup s'inscrire dans la stratégie du logement d'abord, en redéployant 33 places de CHRS regroupées en places de CHRS Hors les Murs. Donc CHRS Hors les Murs qui porte mal son nom parce qu'en fait on parle d'accompagnement logement, il n'y a pas du tout d'hébergement. C'est un dispositif du coup d'accompagnement dans le logement avec cette idée de favoriser un accès au logement en bail direct, donc en logement pérenne à des personnes qui sont en difficulté. C'est un projet du coup qui a été élaboré avec l'ensemble de l'équipe, qui était du coup une équipe éducative qui intervenait dans un CHRS regroupé et qui a participé du coup à l'élaboration de l'écriture du projet CHRS Hors les Murs et à sa mise en place. C'est un projet qui s'est aussi du coup réajusté, réadapté en fonction des différentes problématiques des personnes, aussi sur le temps, hein, parce que ça fait 10 ans que notre CHRS Hors les Murs a vu le jour et donc forcément, depuis 10 ans, il y a eu des évolutions. On a essayé de s'adapter et d'évoluer aussi avec l'évolution du public qu'on accompagne. Donc au niveau de l'origine de la mise en œuvre, donc il y avait des locaux d'hébergement qui étaient en trop mauvais état. Il y avait cette volonté de s'inscrire dans la politique du logement d'abord qui était encore peu développée à cette époque. Et puis aussi, au sein de notre association, on a plusieurs centres d'hébergement et de réinsertion sociale à vocation addictologique, et donc avec un public présentant des problématiques de consommation de produits. Et donc cette volonté du coup du public d'accéder à un logement de droit commun, un logement pérenne en leur nom, et de s'y maintenir. Avec le constat que des personnes qui sortaient de nos centres d'hébergement vers le logement souvent repassaient par le soin, revenaient dans nos centres d'hébergement. Il y avait quand même beaucoup d'allers-retours entre le logement, l'hébergement et le soin, ce qui nous a aussi motivés à mettre en place ce dispositif spécifique d'accompagnement dans le logement. L'objectif aussi, c'était de pouvoir faciliter un maximum l'entrée en logement, de sécuriser les entrées en logement de ce public aussi fragilisé par des parcours parfois compliqués. Et puis voilà, éviter les ruptures de parcours de logement. Donc, du coup, voilà, on est vraiment sur de l'accès en bail direct. Les personnes qui rentrent dans un logement via le dispositif CHRS Hors les Murs gardent leur logement à l'issue de l'accompagnement. Même quand l'accompagnement prend fin, le logement est à leur nom. Donc, pour ce faire, on a développé et signé des conventions avec des bailleurs sociaux de la MEL, donc Partenor Habitat, Villogia et les MACH. Donc, ces bailleurs sociaux se sont engagés dans cette convention à travailler avec nous le relogement des personnes que nous rencontrions dans le cadre du CHRS Hors les Murs. Ces personnes, soit à la rue, soit en hébergement, qui souhaitaient du coup pouvoir accéder à du logement de droit commun avec le bénéfice d'un accompagnement social renforcé. Donc, il n'y a pas dans cette convention des logements mis de côté pour le CHRS Hors les Murs et les personnes rentrant dans le dispositif. On est vraiment sur du droit commun, mais voilà, avec cette idée vraiment de pouvoir co-construire ensemble et de pouvoir travailler le relogement, les projets logements de ces personnes accompagnées dans ce cadre-là. Alors, le CHRS Hors les Murs, donc voilà, du coup, les objectifs, c'est de permettre l'accès et le maintien dans le logement durable en bail direct. Il a également pour objectif de garantir l'adaptation de l'accompagnement tant dans sa nature que dans sa durée. Donc, on est vraiment sur de l'accompagnement qui se veut individualisé, sans limitation de durée, avec du coup toute une palette de propositions d'accompagnement. L'idée, c'est vraiment de proposer un outil, une palette d'outils, et les gens, en fonction de leurs besoins, viennent du coup piocher dans cette palette pour pouvoir du coup s'installer, se maintenir et aussi
avec cette idée aussi d'accès aux droits communs. L'idée, c'est vraiment que les personnes puissent découvrir leur environnement, leur nouvel environnement sur leur lieu de vie et puissent aussi aller accéder à tous les dispositifs de droit commun qui leur sont accessibles. L'idée, c'est aussi, du coup, pour notre public à l'association Visa, qui est un public présentant des problématiques de consommation de produits, de pouvoir proposer un travail en lien avec la consommation de produits, leur permettre de faciliter leur choix par rapport à ça, soit d'accompagner effectivement vers une expérimentation de l'abstinence aux produits ou également accompagner les consommations dans le cadre de la réduction des risques et des dommages. L'idée également, c'est de favoriser leur mieux-être dans toutes les dimensions, qu'elles soient sociales, médicales, psychiques et professionnelles. C'est en ça aussi qu'on parle d'accompagnement global. L'idée, c'est également du coup d'accompagner vers une autonomie compatible avec les capacités de chaque personne accompagnée, d'où l'importance d'individualiser l'accompagnement. Et puis, comme je vous le disais, construire une organisation partenariale de l'accompagnement, toujours en fonction des besoins et des demandes des personnes qu'on accompagne. Le public accompagné, donc du coup, ce sont des hommes, des femmes majeurs en difficulté sociale, rencontrant ou non des problématiques de consommation de produits, des personnes sans logement ou en difficulté dans leur logement. Ça, j'y reviendrai après. Contrairement à l'autre dispositif présenté juste avant, comme il s'agit de dispositifs de droit commun, il nous arrive, nous, d'accompagner des personnes en couple, parfois. Alors, ils sont vraiment très rares, hein. On a vraiment une majorité de personnes isolées, mais on accompagne parfois des couples et parfois également des couples avec enfants ou personnes isolées avec enfants. Ça reste vraiment à la marge, mais en tout cas, c'est possible. Quand on doit accompagner un couple, généralement, il y a 2 référents sociaux différents. Comme on est vraiment sur cette logique d'accompagnement individuel, il y a des démarches qui peuvent se faire en commun, évidemment, mais l'idée, c'est vraiment que chaque personne puisse avoir un référent et donc cet accompagnement individuel. Voilà. Donc du coup, au niveau du régime de mise en œuvre de ce CHRS hors les murs, c'est une activité qui est sous autorisation CHRS en dotation globale de fonctionnement. On a réussi dans ce cadre-là à obtenir un accord d'un accompagnement sans limite de temps. L'accompagnement avec les personnes qui intègrent le dispositif CHRS hors les murs est contractualisé avec les mêmes outils que les outils CHRS classiques, les outils de la loi 2002. Et donc, c'est également un accompagnement qui débute à compter de l'accès au logement. Alors, l'accompagnement social global débute à compter de l'accès au logement. Néanmoins, dans cette logique de travailler un accès au logement qui soit en adéquation avec les problématiques des personnes qu'on accompagne, qui sont en adéquation avec leur projet, on rencontre du coup les personnes qui souhaitent rentrer dans ce dispositif avant l'accès au logement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire un point, présenter notre accompagnement, répondre à leurs questions. On les rencontre à 2 ou 3 reprises. L'idée, c'est aussi d'aller vérifier que ce qu'on propose en termes d'accompagnement correspond à leurs attentes et à leurs besoins. Une fois que toute cette partie a été établie, qu'effectivement la personne adhère à ce qu'on propose en termes d'accompagnement, l'idée, c'est de pouvoir revoir la personne dans un second temps pour faire un point sur toute la partie projet logement et également constitution du dossier. Et une fois qu'on a fait un point sur ce projet logement, qu'on a pu rassembler l'ensemble des pièces du dossier, on présente sous forme de comité de suivi les nouvelles demandes d'accès en logement via le CHRS hors les murs aux bailleurs partenaires. Donc, on voit les bailleurs sous forme de comité une fois tous les trimestres, avec cette idée, du coup, effectivement, de pouvoir présenter les nouvelles demandes et faire un point également sur les demandes en cours.
Alors, je ne vous dis pas que c'est magique, je ne vous dis pas que ça permet d'aller plus vite, parce qu'on connaît tous les difficultés liées à l'accès au logement. Mais en tout cas, ça permet du coup d'avoir un partenariat qui soit maintenu avec les bailleurs, de pouvoir réévoquer certaines situations, les mettre à jour si nécessaire, et de relancer aussi les bailleurs partenaires pour le travail du relogement des personnes qu'on accompagnera une fois elles seront dans leur logement. Alors du coup, pour le CHRS Hors-les-Murs, c'est une équipe de 6 ETP, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, CESF, qui font tous le même travail en termes d'accompagnement. Ils ont tous les mêmes missions, mais ils ont développé chacun des compétences transversales, des compétences spécifiques. Donc, on travaille sous forme de référence, mais les autres membres de l'équipe éducative, en fonction justement des besoins et des demandes des personnes accompagnées, peuvent venir du coup en renfort sur certaines situations, sur des compétences spécifiques telles que la dictologie, l'emploi, le logement, l'installation à l'appropriation du logement, le bien-être, l'accompagnement vers l'ouverture sur l'extérieur, la relaxation, etc. On est en train de développer aussi un accompagnement spécifique en lien avec la fracture numérique. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment finalement que les travailleurs sociaux puissent, en fonction des besoins des personnes accompagnées, venir en transversalité sur des points bien spécifiques. Donc voilà, du coup, un accompagnement social global selon les besoins, une durée d'accompagnement non limitée, un accompagnement en semaine jusqu'à 20 heures. Le reste du temps, on est sur du droit commun, donc on n'est pas là le week-end, on n'est pas là le soir après 20 heures, donc s'il y a des besoins, s'il y a des problèmes, voilà, on est vraiment sur le droit commun. L'astreinte associative n'intervient pas dans le cadre de l'accompagnement CHRS Hors-les-Murs. Et puis voilà, une équipe qui est joignable par téléphone portable aux heures d'ouverture du service. Donc, c'est un accompagnement qui se veut du coup adapté aux problématiques de la personne. La fréquence des rendez-vous, des visites à domicile est également adaptée à la demande de la personne accompagnée. Également en fonction de la situation qu'il vit, on a la possibilité de renforcer l'accompagnement et les visites si besoin, s'il y a une situation qui le nécessite. Ça nous est déjà arrivé d'aller voir une personne tous les jours du lundi au vendredi parce que elle vivait une situation compliquée. Donc, on s'organise en équipe pour pouvoir renforcer l'accompagnement et les visites si besoin. Comme je vous le disais, la personne a un référent qui est désigné à l'admission. Et du coup, en fonction de son projet, elle est susceptible de rencontrer les autres membres de l'équipe dans le cadre des compétences transversales. Il y a aussi un accompagnement, donc ça c'est pareil, hein, c'est à la demande et aux besoins, mais dans toutes les démarches, on peut aussi bien les démarches santé que les démarches administratives, s'il y a des rendez-vous sur l'extérieur, on a la possibilité d'accompagner à ces rendez-vous si nécessaire et si besoin. Il y a une permanence téléphonique également tous les soirs jusqu'à 20 heures. Et puis voilà, comme je vous le disais, l'équipe travaille du coup avec les outils de la loi 2002. Du coup, là, je voulais faire un petit point parce qu'on a fait plusieurs présentations en lien avec les bailleurs partenaires et je trouvais ça intéressant aussi de faire un petit point sur ce que les bailleurs nous renvoient en termes pour eux, quels sont les points forts de ce dispositif, quel intérêt ils trouvent aussi à travailler en partenariat avec nous sur ce dispositif. Donc, ce qu'ils mettent en avant, c'est les points forts liés à l'accès, avec du coup la coordination des demandes de logement. Donc, effectivement, on s'assure que les dossiers soient complets, on s'assure de la bonne orientation de la demande. On s'assure également que les personnes soient inscrites sur CIPLO. Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte, une fois qu'on présente une demande, que tous les éléments soient mis à jour pour que le bailleur n'ait plus qu'à travailler la demande. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a eu la mise en place de ces comités de suivi qui nous permet du coup l'actualisation de ces situations et puis aussi la répartition des demandes entre les différents bailleurs.
Et puis les bailleurs pointent également du coup les points forts liés à l'accompagnement. Donc il y a tout ce travail préparatoire du locataire avant l'entrée en logement, parce que quand on rencontre les gens avant leur accès, l'idée c'est aussi de pouvoir les sensibiliser à leurs obligations, au fait que quand ils vont rentrer dans un logement, ils vont devoir s'y installer, ils vont devoir du coup mettre un peu d'argent de côté si ce n'est pas déjà fait. L'idée c'est vraiment de pouvoir essayer de sensibiliser sur ces aspects-là avant l'entrée au logement pour que la personne puisse rentrer dans les meilleures conditions possibles. Pour les bailleurs, les points forts liés à l'accompagnement sont liés aussi du coup à l'accompagnement qui peut être renforcé, notamment lors de l'entrée dans les lieux, ce qui est sécurisant pour le bailleur, mais aussi du coup pour la personne accompagnée. C'est un accompagnement qui se veut adapter du coup aux spécificités du public avec cette non limite de durée d'accompagnement. Et puis, c'est aussi en ça où, dans la convention, je vous disais tout à l'heure, il y a la possibilité, dans le cadre de ces conventions, d'accompagner des personnes dans le cadre du maintien. En effet, quand on a conventionné avec les bailleurs partenaires, il y a forcément du coup le travail sur l'accès au logement. Mais la contrepartie pour les bailleurs, c'est qu'ils ont également du coup la possibilité de nous orienter des personnes déjà logées dans leur parc pour lesquelles ils repéreraient des difficultés de maintien. Et dans ce cadre-là, ils ont la possibilité de nous faire des orientations pour qu'on propose à ces locataires parfois en difficulté la mise en place de l'accompagnement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai redonné la main pour... Alors, pas encore. Non, je n'ai toujours pas. Il faut que vous me redonniez. Et du coup, pendant que vous trouvez la manette, sinon je vais voir pour la récupérer. Nous vous proposons que de transmettre deux questions, une question par intervenante qui ont pu s'exprimer sur cette question d'accès au logement. Il y a eu d'autres questions, on va pas pouvoir transmettre toutes les questions puisque le timing est un petit peu serré. On voudrait finir à l'heure et parce que tout le monde a aussi des choses derrière. Donc, on fera une petite FAQ qu'on vous transmettra aussi avec tous les liens pour le webinaire. Je vais laisser la main à Charline qui va pouvoir nous transmettre une question pour Marion et puis ensuite une question pour Marie. Et merci à toutes les trois, pardon, pour vos interventions. Merci pour vos présentations. Donc, effectivement, on va vous poser deux questions chacune. Donc, plutôt pour Marion, comment avez-vous fait pour la captation de logement? Je pense que la question, c'est plutôt pour l'autre dispositif, parce que nous, il n'y a pas de captation de logement dans le sens où c'est un projet immobilier qui est porté par un bailleur social, en fait. Donc, on n'a pas capté des logements puisque tous les logements sont sur le même site. Et donc, c'est un immeuble qui a été réhabilité. Alors, la question était peut-être du coup pour le CHRS Hors-les-Murs et la captation de logement. Alors nous, pour notre part, il n'y a pas non plus de captation de logement à proprement parler. C'est ce que je disais dans le partenariat avec les bailleurs. Il n'y a pas de logements qui sont réservés aux personnes qui rentreraient dans le cadre de ce dispositif. On est vraiment sur de l'accès droit commun. Donc les personnes qui sont positionnées dans le cadre du CHRS hors les murs, leurs demandes de logement sont travaillées par les bailleurs au même titre que n'importe quelle autre personne. Donc, une fois qu'il y a un logement qui correspond du coup à la demande de la personne, si le dossier est complet et que tous les éléments sont favorables à son positionnement en commission d'attribution logement, du coup, la personne passe en cale au même titre que n'importe quelle autre personne. Et dans ce cadre-là, après, les décisions, soit le logement lui est attribué, soit en rang 1, rang 2, rang 3. Mais voilà, il n'y a pas de captation vraiment à proprement parler pour le dispositif. Merci beaucoup, Marie, pour votre réponse. Du coup, là, par rapport à... Ah, donc là, plutôt, donc,
La commission d'admission, Marion, donc comment elle est composée cette commission et quelles sont les modalités, donc comme les étapes d'admission, délais, Mhm. etc. Ok, donc du coup, comme je disais, en fait, on a assez peu de turnover, donc déjà, on n'a pas de liste d'attente pour la résidence. Donc, on va convoquer une commission d'admission quand on a une vacance de logement. Donc, la première étape quand on a la vacance de logement, c'est d'en informer le SIAO. Alors, on a quand même un principe de visite découverte. Donc, des personnes peuvent, voilà, à n'importe quel moment de l'année, venir visiter la structure. On essaye, si on a eu des visites découvertes, de revenir vers les référents qui nous avaient sollicité dans ce cadre pour voir s'ils souhaitent à ce moment-là que le dossier passe en commission. La commission, elle est composée de la direction de l'association Entraide le Relais, donc avec les autres aussi qui participent. L'hôpital psychiatrique, donc la psychiatre et un cadre de santé. Également le SIAO, l'ADETS, le conseil départemental et on invite également la commune donc sur laquelle on est voilà. Donc tout le monde ne vient pas forcément, mais à minima, il y a quand même toujours donc nous, l'hôpital et le SIAO qui sommes présents, quoi. Voilà, comme je disais, les étapes, ben, pour que le dossier passe en commission, il faut forcément que les personnes soient passées par les deux entretiens, donc le médical, le social. Et pour le médical, il y a un certificat médical aussi qui doit être rempli, soit par le médecin traitant, soit par un psychiatre et qui est transmis sous pli confidentiel donc à la psychiatre de l'hôpital. Merci beaucoup pour vos apports. Donc, et merci également aux participants, participantes de faire vivre ce webinaire. Donc, nous avons bien pris l'ensemble des questions et nous y répondrons donc dans une FAQ. Et nous vous proposons de passer à la dernière partie de ce webinaire qui consiste à échanger sur les questions de maintien dans le logement des personnes pouvant présenter des problématiques de santé mentale. Pour cela, nous avons deux personnes qui vont intervenir. De la même manière que pour notre intervention, notre présentation précédente, on continue à prendre les questions dans le chat et Charline en retransmettra quelques-unes à l'issue des deux présentations et le reste seront portés dans une FAQ qu'on vous transmettra par ailleurs. Donc, nous sommes très contentes d'accueillir Marie Sylvestre et Véronique Zbouno. D'abord, je vais laisser la parole à Maryse Sylvestre. Vous êtes responsable du département politique sociale à la direction des politiques urbaines et sociales de l'Union sociale pour l'habitat. Excusez-moi, j'approuve en même temps le fait que vous preniez la main sur la présentation. À ce titre, vous représentez donc les bailleurs sociaux. Est-ce que vous pourriez nous présenter les actions qui sont mises en place pour favoriser le maintien dans le logement des personnes qui présentent des problématiques de santé mentale et prévenir les ruptures de parcours? Très bien. Bah, merci beaucoup. Donc, effectivement, je me présente. Donc, je suis Marie Sylvestre. Donc, je travaille à l'USH et donc je m'occupe des politiques sociales au sens large, dont ces questions de santé mentale. Donc, j'ai la lourde tâche de vous présenter effectivement un peu l'action, enfin, l'action des bailleurs sociaux concernant cette thématique de la santé mentale et notamment celles qui sont effectivement sur le maintien. Alors, je vais essayer de passer la slide. En fait, j'ai la main, mais comment je fais pour la passer? Il ne me le dit pas. Sinon, juste avec les flèches de votre clavier, C'est ça, normalement, c'est ça les devrait flèches. fonctionner. Bon, comme je crois que je vais vous redonner la main en fait. Euh, je vais, je vous le renvoie. Du coup, c'est pas grave, j'ai pas beaucoup de slides, donc ça peut être rapide. Par contre, je veux bien du coup que vous la passiez parce que moi, ça ne marche. Enfin, j'arrive pas à passer la slide. Pardon, Alors, Marie, on nous indique aussi dans le chat qu'on vous entend très mal. Est-ce que... je vais essayer de monter le son. Alors, peut-être que je vais voir si je peux pas monter le son. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Non, toujours pas. Pas trop. Et là? C'est lointain, mais on comprend. Bon, je suis désolée, tout à l'heure ça marchait bien, mais c'est vrai que j'avais un petit souci de son, ou peut-être qu'il faut que je change le micro. Là, peut-être que vous m'entendez mieux? Oui, c'est bon, Marie, on t'entend.
Ok. Bon. Alors, effectivement, peut-être déjà vous poser un petit peu les enjeux de cette thématique santé mentale dans le parc social. Alors, c'est un gros enjeu hein, pour les bailleurs de travailler sur ce sujet pour différentes raisons. Donc, je veux bien juste la slide d'après. Effectivement, cette question de maintien. Dans le parc social, voilà, je suis très fortement sollicitée par les bailleurs sur ce sujet de la santé mentale avec un gros enjeu autour du maintien, puisqu'on a effectivement dans le parc social un certain nombre de personnes qui sont en difficulté, on va dire psychosociales dégradées, pour pas parler que de santé mentale, voilà, des personnes qui sont dans des situations un petit peu compliquées, avec un gros enjeu sur le maintien dans le logement pour qu'ils puissent s'y maintenir, donc dans une logique de prévention des expulsions. Il y a le sujet aussi pour les bailleurs de tout ce qui touche à la qualité du vivre ensemble dans les territoires et dans les ensembles immobiliers, c'est-à-dire que pour rappel, les bailleurs doivent garantir la jouissance paisible dans les logements de tous les locataires et il peut y avoir des difficultés avec éventuellement, potentiellement des troubles de voisinage ou des difficultés de relation avec les voisins, qui fait qu'il y a aussi cet enjeu de la tranquillité résidentielle qui revient aussi auprès des bailleurs. Et puis, comme elle a été évoquée aussi lors des deux précédents témoignages, les bailleurs sociaux sont beaucoup interpellés par les partenaires sur les territoires et notamment les collectivités locales pour trouver des solutions pour les personnes qui ont des difficultés psy ou des difficultés de santé mentale, pour apporter des solutions aussi en accès, soit pour développer des résidences accueil, hein, comme une vous en a été présentée, soit effectivement pour développer des dispositifs qui permettent un meilleur accès au logement de ces personnes, dont notamment, comme vous a été présenté, le dispositif de CHRS hors les murs. Donc en termes de voilà, les organismes, pour eux, c'est une problématique qui est clairement identifiée, qui leur pose un certain nombre de questions. Et parmi les questions qui sont posées, il y a la question effectivement des troubles de voisinage chroniques et qui sont non résolus, et comment trouver des solutions pour ces situations. On a aussi des difficultés de tout ce qui touche aux troubles d'ampleur inhabituelle, où on a voilà, des personnes qui peuvent se mettre en danger dans leur logement, sur lequel il faut peut-être avoir une veille, être un petit peu attentif à certaines situations. On a aussi tout ce qui touche à la difficulté de la relation entre un bailleur et un locataire, avec des personnes voilà, qui peuvent très fortement s'isoler, voilà, sur lequel le bailleur a des difficultés à avoir des contacts. Et effectivement, ces situations de mise en danger qui posent beaucoup de questions au bailleur, de savoir comment on peut voilà, déjà identifier ces situations, pouvoir faire une première analyse. Et il est vrai que pour cela, les bailleurs sociaux font souvent appel au réseau associatif, donc vraiment dans une logique de partenariat pour trouver des situations et pour ne pas agir seul sur ces sujets sur lesquels, voilà, à la base, ils sont pas, c'est pas leur métier, on va dire, de base de travailler sur ces situations, et donc un gros besoin de partenariat et de formation sur ces thématiques. Donc pour passer effectivement à cette slide, donc dans les questions que se posent les bailleurs sur ces situations, notamment sur les questions de maintien, c'est comment on les repère et comment on analyse les situations qui peuvent être parfois complexes. Voilà. Les bailleurs sociaux n'ont pas toujours la grille d'analyse pour bien les repérer et surtout pour analyser les situations. Ce ne sont pas des professionnels du soin, etc. Donc, du coup, voilà, des situations complexes peuvent être des difficultés de santé mentale ou pas. Et voilà, il y a nécessité de bien comprendre quelles situations on vise et comment on les traite. Les situations peuvent être évolutives et difficiles à appréhender. Donc, du coup, voilà, un vrai sujet autour notamment du personnel de proximité, comment bien sensibiliser ces personnels à ces enjeux-là. Il peut y avoir effectivement une méconnaissance et une crainte du personnel vis-à-vis de certaines situations. Voilà, les gardiens ne sont pas des professionnels de l'accompagnement, et donc voilà, des fois, comment on accompagne ces personnels pour appréhender ces questions-là. Il peut y avoir effectivement aussi un manque d'outils hein, pour faire face à ces situations. Quels outils on prend pour les faire? Et puis un dialogue qui peut être parfois compliqué sur les territoires entre les différents acteurs, entre le logement et la santé, c'est pas toujours simple, mais voilà, il faut pouvoir se parler et trouver des solutions. Et c'est vrai que les CLSM qui ont été présentés, notamment à l'occasion de la première intervention, est souvent voilà, très intéressant pour les bailleurs, parce que c'est vraiment un lieu où on peut échanger et discuter sur ces questions-là.
Alors, dans les actions principales qui sont menées par les bailleurs sociaux pour répondre à ces situations complexes, il y a les questions de formation-action des collaborateurs les plus exposés. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Il y a eu un certain nombre de formations qui se sont mises en place et développées sur les territoires, dont tout ce qui est formation au premier secours en santé mentale, mais pas que. Donc les bailleurs sont effectivement assez intéressés et assez preneurs de ces formations pour pouvoir un petit peu sensibiliser leur personnel, notamment de proximité, sur ces sujets-là. L'autre chose que mettent en place les bailleurs, c'est la mise en place de procédures. C'est-à-dire comment en interne, on s'organise pour faire face à certains événements, notamment lorsqu'il y a une gestion d'une situation de crise, hein. Voilà, qu'est-ce qu'on met en place derrière quand ça arrive? Qu'est-ce qu'on met en place quand on a des personnes qui se font hospitaliser, qui reviennent dans leur logement? Voilà, il y a plein de situations qui fait que, il peut y avoir un enjeu et un intérêt de mettre en place des procédures et des process pour pouvoir être en veille et suivre, ces questions-là. Ensuite, les autres actions menées, c'est tout ce qui touche à la mise en réseau et au développement du partenariat, notamment sur comment on identifie sur les territoires les ressources, pour pouvoir, trouver des solutions pour ces personnes, heu, voilà, faire le lien avec le droit commun, travailler avec le milieu associatif, voilà, qui peuvent accompagner ces personnes. Voilà, il peut y avoir plusieurs dispositifs sur les territoires qui existent et du coup, comment on se met en réseau et en relation avec ces dispositifs. Donc ça, c'est un sujet très important pour les bailleurs puisqu'ils ne peuvent pas faire seuls sur ces thématiques-là, donc ils ont besoin de relais. Et puis après, c'est comment effectivement, quand on a identifié les relais, on traite ces situations, et notamment les plus délicates, et comment on accompagne ces personnes pour pouvoir leur permettre de se maintenir de se maintenir dans leur logement. On peut passer à la slide d'après. Alors, dans la pratique, effectivement, pour les bailleurs, c'est la question de quel rôle on donne au personnel de proximité. Voilà, quel cadre on définit pour qu'il fasse éventuellement remonter des informations? Est-ce qu'on nomme des critères d'alerte? Alors, il y a certains bailleurs avec certaines associations qui ont travaillé sur des grilles de signaux faibles ou aussi dans les CLSM. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui permet aux bailleurs voilà, d'avoir des outils leur permettant d'identifier certaines situations et de pouvoir éventuellement alerter quand voilà, il y a vraiment des choses qui ressortent. Sur la formation et les sensibilisations, ça permet vraiment aux personnes voilà, déjà de se doter d'éléments de compréhension de ce qu'on met derrière le mot santé mentale. C'est vrai que du coup, on peut mettre beaucoup de choses derrière. Il y a toujours ce sujet de c'est quoi la santé mentale, qu'est-ce qui en relève, qu'est-ce qui en relève pas. La différence avec la souffrance psy, donc c'est une question qui avait été posée en début de webinaire, donc c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Voilà, vraiment bien comprendre ce qu'on met derrière et ce qui est possible de faire. Faire partager l'enjeu aussi de veille de certaines situations et construire des règles d'intervention entre les acteurs. Donc ça, c'est aussi un enjeu. En général, quand il y a des formations, on est aussi dans des moments de sensibilisation et notamment, voilà, comment on peut faire le lien avec le droit commun. Et puis, dernière chose, sur ces formations, pour les personnels, ça permet de prendre du recul et d'envisager des solutions. C'est vrai on voit bien que sur ces situations-là, il peut y avoir, enfin, pour les personnels de proximité dont c'est pas le métier, euh, voilà, plusieurs manières de réagir et ils ont besoin de prendre du recul, soit pour pas prendre les choses trop à cœur, soit pour pas non plus stigmatiser. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte et que ces formations permettent de mieux appréhender. Ensuite, il y a quand même la question de la qualification des situations. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que sur ce sujet-là, c'est comment on peut avoir une analyse des situations qu'on rencontre et notamment comment on mobilise les partenaires dans la manière de qualifier ces situations. Les bailleurs n'étant pas des professionnels de la santé, et, ils ont besoin d'avoir de relais pour les partenaires pour justement vraiment analyser les situations et pouvoir bien comprendre si c'est un problème de santé mentale ou pas. Et pour ça, c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur le milieu associatif ou sur des structures spécialisées qui permettent de pouvoir poser un diagnostic, notamment sur les situations, parce que le bailleur ne peut pas le faire et il a besoin de ces relais-là pour pouvoir trouver des solutions. Ensuite, il y a la question de comment on formalise et on met en place les procédures, dont effectivement aussi, pour certaines situations,
on va dire, est quand même sur ce sujet maintien, la question de la prévention des expulsions et comment on essaie de trouver des solutions pour des personnes qui, du coup, peuvent être fortement isolées, qui ont des difficultés avec les problèmes aussi administratifs, qui peuvent avoir des impayés aussi importants. Ce n'est pas le cas tout le temps, hein, heureusement. Mais voilà, comment aussi on met en place des procédures pour pouvoir aussi faire le lien avec les dispositifs de prévention des expulsions, pour ne pas laisser des personnes qui sont vraiment en difficulté dans leur logement et qui risquent malheureusement de se faire expulser. Et notamment quand il y a des troubles de voisinage aussi, c'est un vrai sujet sur comment on arrive à faire le lien avec les autres locataires qui peuvent être aussi des ressources pour la personne pour trouver des solutions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Surtout que les bailleurs, voilà, c'est un sujet qui les questionne beaucoup pour ne pas mettre en difficulté des gens qui sont voilà, déjà fortement désocialisés. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Je sais qu'il y a des bailleurs qui sont présents pas dans la salle, mais dans la salle virtuelle. N'hésitez pas à réagir dans le chat aussi, voilà, pour préciser aussi ces choses-là si vous pensez qu'il y a des choses à préciser. Alors, je veux bien passer à la slide d'après. Donc là, je vous ai mis des exemples d'actions qui sont portées ou co-portées par des bailleurs sociaux. Donc là, on est à la Fédération des acteurs de la solidarité. Donc dans ces actions, j'ai vraiment voulu mettre en avant des actions qui sont en lien avec les structures associatives, qui sont souvent des projets qui sont financés dans le cadre du FNAVDL. D'ailleurs, sur ce FNAVDL, sur la partie bailleur, il y a beaucoup, beaucoup de projets qui touchent à la santé mentale, ce qui montre bien que c'est un fort enjeu pour les bailleurs de pouvoir développer, trouver des solutions pour ces ménages en lien avec les structures associatives. Donc là, je vous en ai mis un certain nombre sur différents territoires. Donc, je ne vais peut-être pas toutes vous les évoquer parce que le temps tourne. Mais voilà, il y a notamment Déclic qui est dans l'Aube et qui, effectivement, un partenariat entre un bailleur social avec une structure associative pour travailler pour éviter les situations de rupture pour certaines personnes qui sont fortement, pour lesquelles le bailleur n'arrive plus à rentrer en contact. Il y a l'équipe Émile à Bordeaux qui est assez connue, voilà, qui est en partenariat avec Cyber Sociaux et l'association Harry Azaïs, qui est une équipe mobile qui permet d'aller vers les personnes fortement fragilisées, avec aussi une formation derrière, une sensibilisation des personnels de bailleurs. Silapsy aussi, qui s'est développé depuis un certain nombre d'années sur Saint-Nazaire, qui a un volet à la fois accès et maintien, mais qui propose un accompagnement médico-social pour les personnes qui ont de grandes difficultés. Pour aller sur l'autre slide, un autre Émile, il y a beaucoup d'Émile sur ces sujets-là, donc cette fois-ci en Haute-Savoie, qui est aussi sur ce volet maintien dans le logement pour des personnes voilà, qui ont des problèmes notamment d'occupation dans leur logement. Je sais qu'ils ont fait aussi un gros travail sur Diogène avec cette équipe mobile. Il y a l'équipe Elias à Paris aussi qui est très connue, qui est une équipe très partenariale et qui est en lien avec l'ARS, qui permet de trouver des solutions. Et puis, je vous ai mis une action aussi qui existe à La Réunion, qui, moi, je trouve aussi très intéressante, puisque là, c'est avec une association qui s'appelle Allons dehors, qui permet de faire de la médiation locative pour des personnes qui souffrent de troubles psy, qui peuvent être aussi en difficulté par rapport à leur bailleur, et sur lequel il y a besoin d'une médiation. Et pour ça, c'est vrai que le tissu associatif est très... voilà, il peut apporter beaucoup de choses aux bailleurs sur ce domaine-là. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, il y a un peu ce travail de médiation qui peut aussi permettre de trouver des solutions. Donc, vu que le PowerPoint vous sera transmis, je n'irai pas plus loin dans des exemples, mais voilà, ça permet d'avoir un premier repérage et il y en a d'autres. Peut-être aussi pour vous souligner que dans le cadre de la politique du logement d'abord, en 2023, la DIAL avait mené avec l'ESH un cycle de travail sur ces questions de santé mentale. Donc, on a eu 6 thématiques qui ont été abordées dans le cadre de 6 GT différents. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont pu participer aux échanges qui avaient eu lieu. C'était intéressant parce que du coup, on avait dans ces groupes de travail à la fois des bailleurs, des associations, mais aussi des services de l'État et quelques ARS. Donc, ça nous a vraiment permis de pouvoir justement avoir les différentes approches et de pouvoir discuter sur ce sujet-là. On avait fait une séquence spécifique santé mentale au congrès HLM l'année dernière, donc je vous invite, si cela vous intéresse, à regarder le replay, puisque le replay est encore disponible en ligne.
Et puis, cette année, on mène une démarche complémentaire au sein de l'USH pour mieux objectiver le phénomène, puisqu'on a un vrai sujet sur, on dit souvent que c'est une question qui revient, que nous-mêmes, on est beaucoup sollicités par les bailleurs, mais effectivement, on a du mal à l'objectiver en termes de situation, donc on essaie de trouver des choses qui permettent d'avoir quelques chiffres. Et puis, il y a un fort besoin des organismes d'être mieux outillés peut-être, et du coup, on va créer un espace qui va permettre de mettre en ligne différentes ressources disponibles sur ces questions-là. Voilà, alors peut-être juste quelques enseignements pour pas vous prendre trop de temps. Je pense que ce que je retiendrai auprès de vous, qu'effectivement, les bailleurs sociaux sont quand même fortement investis sur cette thématique-là, avec beaucoup de projets visant l'aller vers et la mise en réseau médico-sociaux, mais qui se sentent souvent encore un peu seuls sur certains territoires. Voilà. C'est vrai que les bailleurs sociaux, des fois, ont vraiment besoin de pouvoir avoir des relais au niveau local, et sur certains territoires, c'est plus compliqué que d'autres. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de projets dans le cadre du FNAVDL sur cette thématique, et sur ces projets-là, donc je l'ai déjà dit, mais l'importance d'avoir un partenariat entre le monde de HLM et les associations pour porter des projets et pour trouver des solutions aux personnes. Il y a eu aussi beaucoup de développement d'équipes mobiles. On parle beaucoup d'équipes mobiles sur ces questions-là, mais avec des contours qui peuvent être très différents, des équipes qui sont composées de personnels qui peuvent être très différents, et surtout des financements qui sont assez éclatés et complexes. Je vois qu'il y a une question qui dit qu'à part le FNAVDL, quels sont les potentiels leviers financiers permettant aux bailleurs sociaux de développer? C'est un vrai sujet. Au jour d'aujourd'hui, c'est assez compliqué. Les financements sont très divers. Je vous invite quand même aussi à vous tourner vers vos ARS éventuellement pour échanger avec eux, voir s'il y a d'autres sources de financement. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de ligne entre guillemets spécifique là-dessus. Et donc, il y a des fois des financements des collectivités locales, des fois des financements de l'ARS, du FNAVDL. Il peut y avoir sur certains territoires des financements de l'État, mais c'est plus rare. Voilà, donc du coup, c'est vraiment en fonction de ce qui est disponible et possible sur les territoires, et je vous invite plutôt à aller un peu creuser sur les différents champs, et notamment celui des collectivités, pour pouvoir avoir des financements. Mais c'est vrai que beaucoup de projets FNAVDL sur ces questions d'aller vers, d'équipes mobiles, etc., qui sont mis en place. Alors, ce que je ressors aussi des groupes de travail 2023, donc du point de vue de l'USH, peut-être que d'autres acteurs auront d'autres points de vue, mais il y a beaucoup de dispositifs locaux en fait qui existent sur ces questions de santé mentale, des choses d'ailleurs qui sont toutes très intéressantes, mais des fois, voilà, on peut avoir l'impression que c'est pas toujours coordonné ni connu de tous, et il y a un gros enjeu, je pense, à justement mieux faire connaître et donner de la visibilité à ces dispositifs pour que voilà, les acteurs sur les territoires puissent actionner tel ou tel dispositif en fonction des problématiques qui sont identifiées. Donc ça, je pense que c'est un peu un enjeu pour la suite. Et enfin, effectivement, on a un sujet autour des financements et de savoir comment on peut financer d'une manière pérenne un certain nombre de choses qui existent déjà. Et voilà, et qui permettrait voilà, de pouvoir développer aussi des choses intéressantes. Alors effectivement, pour terminer, je vous ai mis un lien, ça a été évoqué ce matin, de quelques ressources qui ont été faites côté organisme HLM et USH sur ce thème. On avait fait un cahier repère, il est assez ancien, mais honnêtement, il est encore d'actualité sur plein de choses. Donc, il est disponible sur notre centre de ressources, je crois, en accès libre. Donc, vous pouvez éventuellement regarder ce cahier repère qui permet de bien comprendre comment les bailleurs peuvent travailler sur ce champ-là. On avait mené une étude en lien avec Aurore en 2018, mais qui est aussi intéressante à regarder si cela vous intéresse, puisque ça justement, ça évoquait le sujet de l'accompagnement psychosocial dans le logement, avec les enseignements des premières équipes mobiles qui avaient été montées autour de 2018. Donc ça permet vraiment d'avoir justement un peu, ça permet d'avoir un premier renseignement de ces dispositifs-là qui existent toujours et qui se sont même étoffés depuis. Et puis effectivement, on a fait un dossier santé mentale récemment dans notre revue Actualité Habitat, sur lequel vous pouvez éventuellement regarder. Alors, je ne sais pas s'il est encore en libre service. Je crois qu'on vous a mis le lien dans le chat. Voilà. Peut-être que vous n'avez pas encore accès à la totalité de l'article, mais bon, au fur et à mesure, après, il sera disponible en ligne un peu plus tard complètement, dans sa globalité. Voilà, j'essaie de faire vite. Je ne sais pas si c'était trop long, pas assez longue. Voilà, je C'était suis ouverte à vos très questions. bien.
Merci beaucoup, Maryse. Comme je disais, on prendra des questions à l'issue de l'intervention de notre dernière intervenante, du coup. Mais merci beaucoup. Je vais du coup donner la parole maintenant à Véronique Bounot. Véronique, vous êtes responsable du centre de santé du CCAS de la ville de Poitiers. Et dans ce cadre, vous coordonnez notamment un conseil local de santé mentale, comme Sonia a pu nous présenter ce que c'était que les conseils locaux de santé mentale. Est-ce que vous pourriez nous présenter la dynamique que vous avez pu mettre en place sur la thématique du logement dans ce cadre-là et de quelle manière vous avez pu rassembler les différents acteurs du territoire pour travailler ensemble sur ce sujet? Et je vous laisse la parole. Merci pour votre invitation. Donc effectivement, moi je vais peut-être faire plus court que prévu parce que beaucoup de choses ont été introduites et dites par les intervenantes en amont. Donc ça tombe bien. Voilà, on a un peu de retard, on va essayer de le rattraper. Merci de me donner la parole sur ce sujet. Donc effectivement, je coordonne un conseil local de santé mentale à Poitiers. C'est un dispositif qui a été créé labellisé en 2017. Alors, je reviens pas sur l'intérêt du CLSM et le fait qu'effectivement, autour de la table, il y a toutes les parties prenantes concernées. Donc, c'est vraiment voilà, intéressant pour ça. Donc, à Poitiers, l'UNAFAM, le CCS, la ville et le centre hospitalier Laborie sont les membres fondateurs du conseil local de santé mentale. Ils ont décidé de travailler, enfin, on a décidé, je n'étais pas encore là, c'est pour ça que je dis il, mais de travailler de manière prioritaire sur les parcours de vie des personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Je le précise parce qu'effectivement, on était à ce moment-là, donc 2017, encore dans cette dichotomie, on va dire, troubles psychiques, santé mentale. Donc là, c'était troubles psychiques et parcours de vie. Parce qu'il y a effectivement, on l'a vu, des vraies difficultés dans domaines du quotidien quand on vit avec des troubles psychiques. Donc ça, c'était le grand axe de travail du Conseil local de santé mentale de Poitiers. Et donc, un groupe de travail sur le logement et santé mentale a été mis en œuvre. Donc, la première chose qu'il a été nécessaire de faire, c'était de préciser les contours de ce groupe de travail. On l'a vu, il y a aussi beaucoup de dispositifs, d'institutions qui ont leur mot à dire sur le logement et sur la santé mentale, et déjà beaucoup de plans, d'actions, etc. Donc, il a fallu déjà cadrer un petit peu le sujet et se dire, voilà, nous, au niveau du CLSM et au niveau d'une ville, qu'est-ce qu'on peut apporter sur le thème santé mentale et logement? Donc, on a d'abord fait un repérage, un diagnostic du contexte aussi voilà, institutionnel, de qui fait quoi dans ce domaine-là. Et puis, on a donc décidé de travailler sur le repérage des freins et leviers, donc de l'accès et du maintien dans le logement. Euh, donc, on a pu réunir un groupe de travail. Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a pu réunir un groupe de travail donc avec l'hôpital, avec les bailleurs, avec le CCS, avec les services d'accompagnement, avec les personnes concernées, l'UNAFAM, les dispositifs d'appartements de coordination thérapeutique, mais aussi les institutions, donc la DDCS à l'époque, qui est d'être maintenant, le département. Euh, donc ça a permis de mettre autour de la table à la fois les institutions et les personnes qui vivent les difficultés au quotidien et les professionnels qui accompagnent tout ça. La plus-value du Conseil local de santé mentale sur ce sujet-là, enfin, sur ce dispositif, ça a été voilà, une animation de réunion qui permet à chacun de s'exprimer, de participer réellement à l'analyse des besoins. Et c'est pas anodin parce que c'est des thèmes et des dispositifs qui sont très complexes et permettent un vrai travail partenarial sur ce sujet-là. Ça veut dire déjà être compréhensible par tout le monde sur tous ces dispositifs, sur tous ces plans, sur le qui fait quoi, quelle marge de manœuvre, quel levier, etc. Donc ça a été un vrai travail dans ce groupe de travail déjà d'éclaircir le sujet. Euh, on s'est réunis, donc ce groupe de travail s'est réuni 3 fois, en avril, exactement, avril, septembre et décembre 2019, avec une feuille de route qui était de faire des propositions de travail pour le maintien, pour l'accès et le maintien dans le logement. Euh, donc les propositions on s'est d'abord mis d'accord sur des besoins, sur une cartographie des besoins des personnes. Alors, ça a été très large, hein, les besoins. Ça va du respect des droits et de la dignité
Donc là, on avait le droit au logement, l'égalité de traitement, la liberté de choix et d'action, la considération, l'écoute, la bienveillance, donc un peu un cadre voilà, de comment on travaille ces sujets-là. Dans les besoins, il y avait aussi les domaines d'accompagnement, donc tout ce qui est accès au droit, budget, protection, accompagnement social global, lien social, la santé somatique et psychique, le voisinage, donc tous les domaines où il fallait travailler. Il y avait aussi des choses autour du logement adapté. Là, on rejoint plus l'offre disponible, notamment, mais aussi le fait de permettre le choix, donc y compris le droit de refuser un logement. Et puis tout ce qui était autour de la souplesse aussi. Donc permettre les allers-retours, la possibilité de tester des logements, des hébergements, de décloisonner les dispositifs, d'individualiser les situations et de s'adapter à la personne. Donc ça, c'est ce sur quoi toutes les personnes autour de la table étaient d'accord pour travailler. Et on a ensuite travaillé sur des propositions. Donc, le même groupe de travail a fait des propositions d'action directe. Donc, ça, c'était la réunion de décembre. Et parmi les propositions, donc, il y avait des propositions qui pouvaient être travaillées directement dans le cadre du CLSM et d'autres qui relevaient d'autres institutions. Donc, c'est là où le dispositif CLSM permet aussi de faire les allers-retours entre groupes de travail et et gouvernance du CLSM, où on retrouve ces fameuses institutions qui sont à l'écoute après des propositions qui peuvent être faites. Donc, sur les propositions d'action concrètes, on avait un axe de travail autour de l'évolution des postures professionnelles et institutionnelles, notamment cette idée de sortir des identités professionnelles, de se dire comment on peut travailler mieux ensemble, mieux articuler les dispositifs, se former ensemble. Voilà. Il y avait cette démarche très territoriale. Il y avait un axe de travail sur faire évoluer la réglementation. Alors là-dessus, voilà, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est plus un travail de plaidoyer ou voilà, porter à connaissance ce besoin-là. Alors, notamment, il y avait une histoire de statut, de double statut hébergé-locataire, de permettre les entrées dans les dispositifs sans critères de délai ni de durée. Voilà, c'est les choses qui paraissaient importantes. Un objectif aussi une proposition de créer une offre bas seuil. Donc ça, c'est un travail qui a été ensuite confié à la veille sociale, notamment à la DDCS à cette époque-là. La création d'une équipe pluriprofessionnelle dédiée à l'accompagnement vers et dans l'habitat. Donc là, on était plus sur un lien avec l'hôpital spécialisé en santé mentale et c'est aujourd'hui quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc, bon, c'est des temporalités assez longues, hein. Et puis un objectif de créer un dispositif multi-offre. Donc avoir plusieurs offres de logement et d'hébergement. Ça, c'est quelque chose qui trouve une déclinaison aujourd'hui via la mise en œuvre du plan logement d'abord. Donc voilà, toutes ces propositions qui ont pu être travaillées avec le groupe de travail, aujourd'hui trouvent, ou pas, mais certaines trouvent des déclinaisons à travers le CLSM ou d'autres institutions. En ce qui concerne le CLSM, ce qu'on a pris en charge, on va dire, c'est tout ce qui est formation et connaissances, interconnaissances territoriales. Donc les formations, je ne reviens pas dessus, mais on a pu mener pas mal de formations avec les bailleurs sociaux et y compris d'autres acteurs du territoire, donc la police municipale, les éducateurs de rue, etc. Donc c'est intéressant aussi de former toutes les personnes en même temps avec cette dynamique territoriale, parce que c'est vrai on l'a vu, hein, santé mentale, troubles psychiques, voilà, on voit que tout ça est très compliqué. Donc voilà, il y a un vrai intérêt à former les personnes ensemble. Et puis l'interconnaissance, on a pu la travailler aussi via d'autres dispositifs. On a un petit peu touché du doigt, mais tout ce qui est cellules d'appui à la concertation aussi sur les situations complexes, les CLSM ont souvent une cellule qui permet de mettre les personnes qui sont en accompagnement de situations complexes, donc autour de la table, et de pouvoir échanger et de sortir de que fait la psychiatrie, que font les bailleurs, que fait la police, mais voilà, plutôt être tous autour de la table. Alors évidemment avec un cadre très cadré, c'est le cas de le dire, par rapport à la protection du droit des personnes, hein, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir partager, analyser une situation en sortant un petit peu de nos propres représentations institutionnelles et de se mettre ensemble d'accord sur un plan d'action. Donc on a cette cellule qui fonctionne
à Poitiers dans le cadre du CLSM. Et on a mis aussi en place un projet d'immersion professionnelle qui permet donc aux personnes de ces différentes structures hein, d'accompagnement de partir 3 jours en immersion dans une autre structure. Donc un, voilà, un agent bailleur social peut aller en immersion 3 jours au CMP, un infirmier du CMP peut aller 3 jours au SIAO. Enfin, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de bien comprendre de l'intérieur comment fonctionnent les uns et les autres, quelles sont les limites aussi d'intervention des uns et des autres et de mieux fonctionner ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui a un vrai sens pour les personnes qui y participent. Voilà, donc aujourd'hui, les acteurs du logement et de l'hébergement, donc dans le CLSM, ils sont présents sur les formations, ils sont présents sur la cellule, sur ce projet d'immersion professionnelle, ils sont présents aussi au niveau de la gouvernance du CLSM. Puis inversement, le CLSM est présent sur des groupes de travail, par exemple sur l'Incurie ou Diogène, sur la commission d'attribution aussi des logements un chez soi d'abord. Donc voilà, il y a une vraie articulation entre le CLSM et les acteurs du logement et de l'hébergement sur ces questions-là. Voilà pour ce que je voulais vous raconter. Alors, j'ai juste précisé qu'effectivement, ça règle évidemment pas tous les problèmes, et qu'on sait que les problèmes aussi de santé mentale, de logement, malheureusement, vont croissant avec la précarité et qu'on n'est pas dans un contexte très favorable, que la situation de la psychiatrie publique est aussi, et pas que publique d'ailleurs, est aussi une vraie difficulté sur tous les territoires. Bon, voilà, je vous apprends rien. Mais voilà, ça permet au moins de mieux s'interpeller, de mieux se connaître et de bien comprendre les limites d'intervention. Et ce que je voulais souligner aussi, parce qu'on en parle moins, c'est aussi toutes les personnes qui ne demandent rien et qui sont dans l'isolement et pour lesquelles, pour le coup, alors qui font partie aussi hein, de la symptomatologie de certains troubles psychiques. Et c'est vrai que voilà, le haut de l'iceberg, c'est effectivement les troubles du voisinage, les problèmes d'occupation du logement, etc. Mais il y a aussi toutes les personnes qui ne demandent rien et pour lesquelles voilà, il y a quand même besoin de travailler ensemble et d'aller vers, justement. Voilà. Merci beaucoup, Véronique. Je vais laisser la parole à Charline pour transmettre. Alors, elle a pris toutes les questions qui ont pu être posées dans le chat et elle va en transmettre deux, une pour Véronique et une pour Maryse, du coup. Merci pour vos présentations, merci Marie. Donc du coup, Marie, vous avez pu répondre à la question par rapport au FNAVDL. Il y avait une question par rapport donc aux forces de l'ordre, donc par rapport à la police municipale ou les médiateurs municipaux, s'ils font partie de vos partenaires. C'est pour moi la question? Ah mince, j'ai pas le micro là. On ne vous entend pas, Maryse. Alors là, je comprends pas du coup ce qui se passe. Oui, Maryse, c'était pour vous la question, pardon. Je pense qu'elle t'a pas bien. En effet, il y avait une question pour vous, Maryse, et qui était de savoir si les forces de l'ordre font partie de vos partenaires dans le cadre de votre activité. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Excusez-moi, j'ai vraiment un petit problème de micro. Alors, oui. Alors, moi, je suis pas spécialiste de tout ce qui est question de tranquillité et sécurité, mais effectivement, ces sujets reviennent, voilà, peuvent revenir. Après, c'est pas un sujet de santé. Enfin, j'ai toujours du mal avec le fait de stigmatiser sur la santé mentale et faire le lien avec ces questions de tranquillité, sécurité, même s'il peut y en avoir, mais pas que. Mais effectivement, en tous les cas, les bailleurs sociaux sont en relation avec tout ce qui est dispositif qui permet de travailler à la tranquillité, à la sécurité et notamment à la police, mais voilà, sur une vision beaucoup plus large et avec des problématiques qui ne touchent pas qu'à la santé mentale. Donc voilà, il y a des liens, mais sur des sujets beaucoup plus larges que le thème qui est cité aujourd'hui. Voilà ce que je peux répondre. Merci beaucoup, Marine. Alors, du coup, pour vous, Véronique, il y avait une question que je souhaitais vous souhaiter par rapport au CLSM. Comment on peut y entrer ou participer aux travaux du conseil? Ah ben, une fois que le CLSM il est actif sur un territoire, bon, je vais parler que pour le mien, mais je pense que c'est le cas pour tous, il est ouvert à toutes les bonnes volontés qui veulent bien contribuer, puisque l'objectif c'est vraiment de faire du lien, du réseau. Donc, euh, donc après, il faut avoir connaissance que ça existe, mais voilà, l'idée c'est effectivement sur les différents groupes de travail que toutes les personnes
qui sont intéressés puissent y participer. D'ailleurs, les bailleurs sociaux, je ne l'ai pas cité non plus, sont présents aussi dans un groupe de travail sur la lutte contre la stigmatisation, ce qui est très intéressant parce que du coup, ça leur permet aussi d'avoir des actions en direction des locataires, de pouvoir communiquer aussi sur tout le programme d'action qu'on met en place. Donc voilà, tous les groupes sont ouverts à tous ceux qui voient un intérêt par rapport à leur mission et leurs valeurs, je dirais presque. Merci beaucoup, Véronique. Et vous pourrez retrouver toutes les coordonnées des coordinatrices et coordinateurs de conseils locaux de santé mentale du territoire sur le site du CCOMS que, que Sonia a pu rappeler. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on remercie vraiment l'ensemble des intervenantes pour vos présentations vraiment très claires qui permet vraiment d'avoir des éléments sur la santé mentale et comment le travailler avec le secteur du logement par rapport à l'accès au maintien. Donc, nous remercions également tous les participantes et participants pour avoir vraiment fait vivre ce webinaire. C'était vraiment interactif. Nous nous excusons encore pour le temps, mais du coup, les webinaires se retrouvent sur notre site, sur notre chaîne YouTube par rapport au replay. Et ensuite, il y aura un compte-rendu des échanges et également donc un système de foire aux questions. Pour rappeler que la Fédération des acteurs de la solidarité, nous nous mobilisons, d'autant plus dans ce contexte que nous connaissons pour un accès à la prévention et à la santé des personnes en situation de précarité. Vous retrouvez nos différentes propositions qu'on a pu faire par rapport, par exemple, lors du comité stratégique de santé mentale et psychiatrie, également lors d'une audition avec le groupe santé mentale. Et également, nous serons présents, s'il est maintenu, au Conseil de la refondation, national de la refondation, donc qui est prévu normalement cette semaine. Donc, vous retrouvez tout ça sur notre site pour les événements pourront vous intéresser. Donc, par rapport à la santé mentale, nous avons encore 2 webinaires à venir. L'un sur la santé mentale des intervenantes sociales et intervenants sociaux, qui sera le 12 novembre, et également un sur la santé mentale et justice, le 5 décembre à partir de 10 heures. Donc vous retrouverez toutes les informations sur notre site via l'onglet Agenda. Et il y a également en fin d'année un webinaire par rapport aux préventions des expulsions. Et nous vous attendons tous également lors des journées du travail social qui se dérouleront le 24 et 25 décembre à Nancy et qui seront 2 jours pour valoriser le travail social dans sa diversité et sa globalité. Donc, nous vous remercions beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Je laisse également la parole aux intervenants pour vous saluer. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. On vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci à toutes et tous. Bonne journée. Merci beaucoup, au revoir.